Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Et bonsoir à tous, mon micro est très mal réglé. Je sais pas, on m'entend là, c'est bien? Oui, là c'est très bien. Bonsoir à tous et bienvenue sur Air Live. On est ensemble jusque 22h, c'est la reprise pour Air Live, mais c'est la 4ème déjà, donc on s'en fout. Et pour la première fois, on est 6. Tout le monde est là. À l'heure, il faut le préciser. Oscar est là à l'heure. Et on a tous un micro aussi. Et tout le monde a un micro. Ça c'est beau. Le micro d'Oscar est pas dingue non plus. Ta couleur, Oscar? On va augmenter un petit peu. Jaune, allez. Jaune. Je pense que tu peux... On va augmenter le micro de tout le monde, c'est bien. C'est comme ça, on nous entend. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Voilà. Moi je ne m'entends pas. Comme ça, on peut faire de la Je sais pas si vous m'entendez, vous. Nous, on t'entend. Vous dites ça parce que vous aimez pas quand je parle? C'est possible. Aussi parce qu'elle était pour Chelsea. Mais ça, on n'en parlera pas. Mariano est avec nous. Salut Mariano. Bonjour Raphaël. Ça va? Bienvenue d'Argentine. Tout va bien, le petit reporter est parti en Argentine. Le petit reporter est revenu. Je m'entends pas non plus, mais je sais pas si tu ne t'entends pas non plus. Si, non, on t'entend très bien. Tant mieux. J'espère que les auditeurs t'entendent parce que sinon on a l'air con et ils savent pas ce que je vais faire un test. Arsenal n'est pas en Ligue des Champions. Ok, c'est bon. Ils ne t'entendent pas. Est-ce qu'ils ont tous entendu? Je pense que tout le monde a entendu. Nathan est avec nous. Salut Nathan. Salut à tous. Tout va bien? Magnifique. Chelsea a gagné. Donc tout va bien, évidemment. L'autre Nathan, le plus vieux Nathan est avec nous. Salut. Très bien aussi, moi ça va très bien. Anderlecht a gagné. Donc ça va bien. Et ça c'est plus rare, il faut le souligner. Ça effectivement, c'est assez rare. C'est sa deuxième, on espère qu'il parlera un peu plus aujourd'hui. Salut. J'ai retrouvé ma voix. T'as retrouvé ta voix? C'est déjà ça. Et ça va très bien puisque Manchester a pris des points ce week-end. Ce qui arrive rarement, et oui. Et contre Liverpool en plus. En plus contre Liverpool, qui plus est. Et Oscar est évidemment avec nous. Salut Oscar. Salut à tous. Tout va bien? Presque. Ouais. Bordeaux s'est fait braquer une fois de plus. Ça fait braquer, d'accord. Donc directement dans l'objectivité. Je n'ai pas vu le match. En toute objectivité, ah ouais, je pense que 99% des personnes qui ont vu ce match confirmeront que Bordeaux s'est fait braquer par Saint-Etienne, qui produit pas du grand football, Bordeaux aussi, et penalty, litigieux. Bon, litige IAP, on peut dire qu'il y a penalty, mais qu'il y a des erreurs avant d'arbitrage. C'est énervant, je déteste les gens qui disent ça, mais quand c'est ton club, ça rend fou. Voilà. C'est pas grave, on comprend. Allez, on fait un petit tour comme d'habitude des images du week-end. Mariano? Bah moi, pour changer un peu, je vais parler d'une équipe du subtop belge. Donc je vais parler du Cercle de Bruges. Subtop, front du subtop. Oui. Qui a perdu hier contre Charleroi à domicile 3-0 lors d'un très ennuyeux match, je dois l'avouer. Dans un stade vide, Jan Bredon, donc on rappelle qu'il partage le stade avec le club de Bruges. Et le club est dernier, et donc le club du Cercle. Et ouais. Bernd Stork, je sais pas si ça vous dit quelque chose ce nom, a repris l'équipe. L'ancien de Moucron. Exactement, il y a 2 semaines, donc il a sauvé Moucron l'année passée, il a fait une très très belle saison d'ailleurs. Et il a dit qu'il se sentait prêt à relever le défi, mais bon, ça fait que 15 jours qu'il a repris l'équipe. Et vu le niveau d'hier, c'était extrêmement faible, donc je sais pas s'il va pouvoir réussir sa mission, mais bonne chance à lui. Bonne chance au nouveau coach donc, du Cercle de Bruges. Nathan, tu restes en Belgique. Oui, je reste en Belgique et j'ai l'impression que je change pas beaucoup d'images parce que je pense qu'à chaque fois ça parlait d'Anderlecht. Anderlecht, compagnie, Verkotteren. Voilà. On reste dans le mauve. Hein. Du coup, ben voilà, mon image c'est Anderlecht qui a gagné son 2e match d'affilée. C'est la première fois cette saison, c'est la première fois depuis mars même, je pense, qu'il gagne 2 matchs d'affilée. Et en plus, on gagne avec plus d'un goal d'écart. C'est aussi la première fois depuis le début de cette saison. Et c'était la première de Verkotteren. Donc justement, ça présage du bon pour Anderlecht. Donc ça donne un peu confiance. Même si bon, on croit pas qu'Anderlecht va changer du jour au lendemain. On va pas s'enflammer. Mais ça présage les playoffs en tout cas un possible. Peu de positif. Ouais, ça devient possible. Bon, Oscar, on parlera de toi après parce que monsieur a décidé dans une émission de foot de ne pas parler de foot, mais bon, c'est pas grave. Nathan, il faut de temps en temps. Oui. Alors moi, mon émission. Ton émission. Ok. Ce n'est pas ton émission. Non. Mon image du week-end, c'est Lukaku et plutôt, enfin, c'est l'Inter et plutôt Lukaku. L'Inter a gagné 4-3 face à Sassuolo et Lukaku a inscrit 2 buts dans un match assez important. 4-3, c'est un résultat quand même assez short, mais l'Inter reste dans la compétition. Ils sont juste à 1 point derrière la Juve, donc c'est important si l'Inter rêve de quelque chose d'aller chercher 3 points dans les matchs pareils. Et Lukaku avec un doublé permet à son équipe d'y arriver. Comme quoi, le fait qu'il ait été mis au repos contre le Kazakhstan a pu être utile à Antonio Conte. Louis, ton image? Mon image, c'est les premiers points après 8 victoires d'affilée en championnat perdu par Liverpool. Et non seulement après 8 victoires, mais je me perds, non seulement ça, mais en plus, ils en étaient à 17 victoires d'affilée en Première Ligue, déjà depuis l'année dernière. Et donc, ils mettent fin à cette invincibilité. Et donc, ça prouve que les derbys d'Angleterre ne sont jamais gagnés d'avance. On fera un débrief évidemment un peu plus large de ce derby. On en a parlé la semaine passée, on n'était que 3. Oscar avait un avis différent d'une autre et on doit le dire, il a eu raison, on va pas défrayer la chronique, mais il a raison, on s'est un peu planté avec Nathan, mais ce n'est pas grave.
Ton image, Oscar? Et mon image, comme tu le disais plus tôt, ne concerne pas le football. Rien ne m'a vraiment marqué ce week-end, autre que c'est dire l'élimination d'un sport qui ne fait pas l'unanimité dans ce pays, mais qui je pense pour vous quand même un beau sport. Et ça reste un gros événement, une Coupe du Monde de rugby, c'est tous les 4 ans. Et les Français, bien que décriés avant ce match, on s'attendait à prendre une tollée comme les Irlandais l'ont prise et les Australiens face aux Anglais et aux Néo-Zélandais. Nous, on a affronté le Pays de Galles droit dans les yeux. On a mené au score à la mi-temps. On a eu un impact et une emprise sur le jeu qu'on avait rarement vu ces dernières années. Peu de déchets et un coup de sang inexplicable à la 47e de Vahamina qui vient d'annoncer sa retraite internationale à l'instant. Une sortie à la Zidane, quoi. Voilà, j'avais envie de faire ce comparatif, mais bon, d'un côté, je l'ai lu quelque part, pas Sébastien, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, parce qu'il marque le premier essai du match. Mais il laisse ses potes à 14 contre 15 pendant près d'une demi-heure et le scénario est encore pire. On aurait pu s'en prendre 30 d'un coup et couler. On a tenu bon jusqu'à la 73e minute. Et il y a un presque en avant gallois qui a offert encore une fois, je parle de décision d'arbitrage, mais là c'est très très limite, qui a offert l'essai à la dernière minute, défaite d'1 point, donc on met pas un point en deuxième, on se rend quart là. Ce qu'on appelle en Belgique le SUM. Et exactement, j'avais envie donc de parler du SUM belge où vous aviez, même si là je trouve que les Français ont plus dominé les Gallois, que les Belges ont dominé les Français en demi, ça n'en reste pas moins cette idée. Sujet sensible. On n'en revient pas. Non mais là je parle pas de non-domination belge, je parle de la différence d'écart entre les deux équipes sur cette première mi-temps. On menait de 9 points à la pause, plus d'un essai, on n'en met pas un en deuxième, et cette notion de SUM, de se dire qu'on aurait dû nettement gagner ce match, le tuer un peu plus tôt, ne pas avoir ce carton, plein d'éléments qui font que voilà, on a le seum. Et l'arbitre de la rencontre nous l'a aggravé encore plus en postant les supporters gallois ont posté une photo d'eux avec l'arbitre qui mime le coup de coude à la fin du match. Donc ça fait mal de sortir de cette façon-là. Voilà, tu finis avec une image un peu insolite. On va passer aux images insolites avec Nathan, évidemment. C'est le retour du buzz. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Alors cette semaine, j'ai eu de la chance pour ma chronique parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans des grands championnats ou avec des joueurs qui sont un peu plus connus que d'habitude. Du coup, on va directement commencer par un gardien légendaire qui a pris sa retraite dans le foot il y a peu. Et je vais donc parler de Petr Cech, qui maintenant, donc il a décidé d'arrêter le foot, mais pas d'arrêter le sport. Il a décidé de se reconvertir et il a signé un contrat d'1 an dans l'équipe de Guildford Phoenix en hockey sur glace. Et c'est une équipe semi-pro et Cech a décidé de signer là-bas pour défendre les cages. Donc il va faire gardien de but en hockey sur glace. Et assez étonnant comme choix, mais il paraît qu'il a déjà joué un premier match et qu'il a été assez impressionnant. Et donc je trouve ça chouette Enfin, c'est étonnant comme choix, mais c'est très sympa, je trouve, comme truc. Donc voilà. Ensuite, partons en Angleterre, à Manchester United, où Romelu Lukaku et Zlatan ont évolué ensemble à l'époque. Et Zlatan a dit dans une interview qu'il avait lancé un chouette pari avec le Belge. Il lui a dit qu'il lui donnerait 50 livres sterling pour chaque bon contrôle de balle. Lukaku a demandé ce qu'il recevrait s'il les réussit tous, et Zlatan lui a dit qu'il serait un meilleur joueur de foot. Mais Romelu n'a jamais accepté le pari. Mais au-delà de cette blague, le Suédois admire tout de même notre Lukaku national, car il a dit il a un désir énorme d'étonner le monde, cela va profiter à l'Inter. Quand je suis arrivé à Manchester, on m'a demandé de citer un bon attaquant en première ligue. J'ai dit Lukaku parce qu'il est fort et qu'il met beaucoup de buts. Toute équipe peut utiliser un joueur comme lui. Donc Zlatan qui aime quand même Lukaku, même s'il lui lance un pari assez drôle. Légende. En parlant de Belges, on en a un qui a fait parler de lui aussi, mais pas en bien cette fois-ci. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dylan Lambrecht. Il est passé par Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise. Et maintenant, il joue à Amoir en D2 amateur. Et il a écopé d'une peine de prison de 6 mois pour avoir organisé le vol de la voiture d'un de ses coéquipiers. Donc il savait que ce dernier cachait la clé dans ses chaussures pendant les entraînements. Et donc il s'est arrangé avec un complice pour que le complice aille chercher les clés pendant l'entraînement. Et le complice s'est immédiatement fait interpeller. Il a dénoncé Lambrecht. Et Lambrecht ensuite a avoué les faits. Et il a dit qu'il a organisé ce vol pour donner une bonne leçon à ce coéquipier. Assez étonnant. Et du coup il en a pour 6 mois de prison. Partons maintenant en Italie, lors du match où Sassuolo accueillait l'Inter Milan. Lors de la première mi-temps, juste avant que Lukaku ne tire son penalty pour marquer le 1-3, un supporter a voulu se faire remarquer en montant sur le terrain. Mais il l'a pas fait comme les autres, il a pas fait ça comme d'habitude. Le gars est arrivé en parachute sur la pelouse. Donc on sait pas d'où il venait, le type est venu comme ça en un coup, hop, et il arrive en parachute. Et il a vite été évacué par les agents de sécurité. Mais les supporters ne manqueront pas de nous surprendre.
Pour rester en Italie, on a eu une célébration de haut niveau. La Lazio accueillait l'Atalanta pour un match de folie. À la mi-temps, l'Atalanta mène 0-3 et se pense donc intouchable. Mais lors de la deuxième mi-temps, la Lazio revient dans le coup en marquant un penalty à la 69e et un second goal à la 70e. Dans le temps additionnel, ils obtiennent un second penalty qui permet à Immobile de marquer le 3-3. Et c'est là qu'arrive sa célébration. Il tente d'enlever son maillot pour célébrer, mais il n'y arrive pas et il se coince un peu dans son maillot. Et comme il voit rien, il tombe tout seul et il s'étale par terre. Si vous n'avez pas encore vu sa célébration, il faut vraiment aller voir parce que c'est assez drôle. Et on va finir par le grand Mourinho qui a eu des propos dans lesquels on le reconnaît à merveille en parlant du coach de son ancien club. Il a dit: je vais essayer de trouver un job comme Solskjaer a et parler tout le temps du futur. Je pense que c'est une super situation, un contrat de 3 ans, le futur et des jeunes joueurs. Je pense que c'est un super travail dans un si grand club. Alors, est-ce qu'il le pense vraiment ou bien il est ironique et se moque plutôt du coach mancunien? J'ai quand même ma petite idée parce que ça reste Mourinho. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Merci Nathan. On va passer après une première petite pause à la chronique des Diables de Louis et juste après on parlera de l'équipe de France, deuxième de sa poule de qualification qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la Turquie. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Salut Lukaku, il va nous le faire, il va nous le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2, il va nous le faire, tu vas nous le faire gamin, oui, oui, Meunier pour Lukaku, il va le faire, et c'est je l'ai dit bordel, je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Voilà, donc pour cette chronique Diable Rouge, on va commencer par parler de notre sélectionneur national. Alors Roberto Martinez va-t-il prolonger avec les Diables Rouges après l'Euro ? Selon Peter Bossard, CEO de l'Union belge, les négociations seront terminées et on sera fixé avant le début de la compétition en juin. L'Union belge semble ravie du travail fourni par Martinez. On s'imagine donc que si l'aventure se terminait entre les Diables et l'Espagnol, ce serait plutôt une décision qui viendrait de notre sélectionneur, sachant que si les Diables réalisent un bon tournoi cet été, Martinez risque quand même de crouler sous les offres. En Angleterre, Christian Benteke a prolongé son contrat à Crystal Palace cette semaine jusqu'en 2022. L'attaquant n'a pas encore ouvert son compteur cette saison en Premier League malgré 8 apparitions, mais son club croit visiblement toujours en lui. Il est monté au jeu dans le dernier quart d'heure ce week-end face à Man City qui fêtait le retour de blessure de Kevin De Bruyne. Les Citizens se sont imposés 0-2. Yuri Tielemans, lui, a inscrit son deuxième but sous les couleurs de Leicester d'une frappe magnifique en pleine lucarne. Dennis Pratt était sur le banc, mais est monté à la 73e minute. Divock Origi était titulaire avec Liverpool et a cédé sa place à l'heure de jeu. Batshuayi est encore resté sur le banc avec Chelsea, tandis que De Donker, Kabasele, Alderweireld et Vertonghen ont disputé les 90 minutes avec leurs clubs respectifs. Du côté de la France, Jason Denayer est de retour de blessure et a joué ce samedi face à Dijon pour le premier match de l'Olympique lyonnais sous les ordres de Rudy Garcia. Le nouvel entraîneur a toutefois préféré confier le brassard à Marcelo plutôt qu'à Denayer qui le portait depuis le début de la saison. Thomas Meunier était titulaire contre Nice vendredi dernier. Il a participé à la victoire des Parisiens en délivrant un assist pour Angel Di Maria. On rappelle que le PSG se déplace au club de Bruges demain dans le cadre de la 3e journée des phases de poule de la Ligue des Champions. En Italie, Dries Mertens n'a disputé que 15 petites minutes de jeu face à Vérone. Les Napolitains se sont toutefois imposés. Et comme le disait Nathan tout à l'heure, Timothy Castagne et l'Atalanta Bergame, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Quand c'est pas la voix, c'est l'addiction. Donc, ils menaient 0-3 à la pause face à la Lazio Rome, mais ils ont fini par craquer et concéder nul à cause du but d'Immobilier qui apparemment a fêté ça d'une manière un peu spéciale. J'ai pas vu. Assez drôle, ouais. Et puis du côté de l'Inter, Romelu Lukaku a passé un très beau dimanche puisqu'il a permis aux siens de s'imposer 3-4 sur la pelouse de Sassuolo en inscrivant un doublé. Lukaku est maintenant à 5 buts en 8 matchs de championnat avec l'Inter Milan. J'avais écrit on reparlera de Lukaku après, mais en fait c'était le truc avec Ibrahimovic. Mais tu l'as déjà très bien fait aussi, Nathan. Donc, où en sommes-nous donc du côté de l'Espagne, il y a une très bonne nouvelle ce week-end avec Eden Hazard qui est devenu papa pour la 4e fois. Un événement qui lui a valu un jour de congé accordé par Zinedine Zidane. Et malheureusement, l'absence de notre prodige s'est fait ressentir puisque le Real s'est incliné 1-0 face à Majorque. D'ailleurs, il s'était plus incliné à Majorque depuis 2006. Et pour terminer, en Bundesliga, Dodi Lukebakio a marqué le but du 1-1 samedi avec le Hertha Berlin. L'attaquant permet ainsi aux siens de prendre un point face au Werder Bremen. Axel Witsel et Thorgan Hazard se sont imposés 1-0 avec Dortmund face au Borussia Mönchengladbach. Thorgan n'a pas été tendre avec ses anciens coéquipiers puisqu'il a délivré l'assist qui a permis à Marco Reus de plier le match à la 58e minute. Et pour terminer, parce qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des diables, hein, Yannick Carrasco a marqué ce week-end, oui, mais il a quand même perdu 2-1 avec le FC Dalian.
Voilà. Et il y a juste aussi un ancien diable qui a mis un but exceptionnel, Nainggolan. Je sais pas si vous avez vu la frappe qu'il a mis. Qui ça? Raja Nainggolan qui a mis une frappe dans dehors de la surface qui est vraiment rentrée dans la lucarne, mais ça peut être plus en lucarne. Qui ça? Mon petit chéri de l'époque. Il me manque. Je vois une photo, je reconnais. L'homme à la rose. Il devrait faire un duo avec le gardien là, de City, Ederson, pour lequel le tatouage est le plus dégueulasse. Sinon, il y a Daniel Van Buyt. Non, pardon. Avec quoi il vient lui? Bon. Qui portait les gourdes. Après avoir parlé des diables, on va parler de l'équipe de France. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et l'équipe de France qui a fait, un partout face à la Turquie. On en avait parlé la semaine passée. Quels étaient les pronostics? On écoute ça. France-Turquie, Nathan. 2-1. Oh là là, 3-0. Moi je dis 1-0. Ouais, et ben non, la France a fait un partout. J'ai cru longtemps qu'on allait y arriver 1-0. Je sentais le Giroud qui marque en plus. Et non, 85 minutes, égalisation turque. Les Turcs sont donc premiers toujours. Si les Turcs gagnent leurs 2 derniers matchs, la France sera deuxième et donc pas tête de série à l'Euro. Première chose, est-ce que ce match montre que Giroud, il faut arrêter les débats avec lui? Tout simplement. Tout simplement. C'est implacable. C'est dur à dire. C'est pas implacable, mais il rentre et 4 minutes plus tard, il t'emmerde la tête sur son deuxième ballon. Là où on s'était cassé les dents en dominant, la France jouait pas mal, la France jouait bien face à la Turquie avant qu'il rentre. Surtout en première où on faisait émission et j'ai pas vu, et j'ai compris qu'il jouait encore mieux en première. Et que c'était un problème de finition, là où Ben Yedder s'est fait apparemment dévorer. Donc peut-être que oui, il fallait le faire rentrer dès le début et qu'on aurait quand même fait un bon match. Mais en rentrant, en marquant 4 minutes plus tard, il fait taire les détracteurs, quoi. La France, potentiellement deuxième. Est-ce qu'on peut parler d'un échec ou pas? Tout de même, deuxième seulement derrière la Turquie. Oui, clairement. Il me semble, champion du monde quand même. Personne ne veut parler. C'est un petit échec, mais champion du c'est monde. pas dramatique non plus. Après, ils vont quand même se qualifier et c'est pas s'ils finissent deuxième qu'ils vont rater leur Euro. Ça remet pas du tout leur statut en cause? Non, moi je trouve pas. C'est une petite erreur de parcours. Ils encaissent à la 88e minute. Ouais, puis on voit bien que, il y a plein d'équipes qui parfois font des 30 sur 30 en qualification et qui se trouvent complètement pendant les tournois, et d'autres qui sont moins bons, qui finissent deuxième et qui font des très très bons tournois aussi. Donc, je pense pas que ça veut dire grand-chose. Ils ont jamais été bons en qualification. C'est toujours à l'arrache, c'est toujours compliqué, c'est toujours deuxième en barrage. Et puis on peut prendre la question dans l'autre sens. C'est peut-être aussi la Turquie qui fait une qualification incroyable. Aussi, clairement. La France avait déjà été moyenne en Ligue des Nations. Des difficultés, elle a gagné 15-0 contre l'Islande. Donc quand on est champion du monde, on se doit quand même de finir premier de son groupe dans un groupe comme celui-là, même si la Turquie c'est pas le Luxembourg ou Andorre, mais voilà, ça reste quand même bien moins grand que la France, quoi. Après, c'est pas fait, les Turcs accueillent les Islandais pour le prochain match, même si c'était dans une ambiance turque. C'est en Andorre, donc ça c'est, on va dire, 3 points. En gros, si les Turcs battent l'Islande dans un mois, c'est ça. Et les Islandais, même si pas qualifiés, ils vont aller là-bas ils vont sûrement mettre le bus ou autre et tout faire les pour Islandais sont globalement éliminés à 4 points. Ils vont tout faire. Enfin voilà, tu joues pour ton équipe nationale. Je pense que les Islandais, quel que soit le match, ils le jouent à fond et c'est vraiment pas fait non plus pour les Turcs. Donc à voir ce que ça va donner. Et au pire des cas, une deuxième place, c'est pas si grave et peut-être que ça peut même les avantager. Oui, c'est pas si grave, mais il faut rappeler que maintenant, les têtes de série pour l'Euro, c'est en fonction des qualifications. Que si la France est deuxième, ce sera deuxième chapeau, voire troisième, mais probablement deuxième chapeau à l'Euro. Et que virtuellement, il pourrait y avoir un groupe. Bon, c'est le pire des cas, évidemment. Belgique, France, Allemagne, Portugal. C'est pas mal. Et ça, c'est en ce moment avec les derniers matchs. Mais le Portugal ne sera pas premier. L'Allemagne va passer sur un autre chapeau déjà. Le Portugal, je suis pas sûr qu'ils vont passer sur un autre chapeau. Pas sûr, non. Le Portugal en qualif, c'est toujours la même chose aussi. Ils se qualifient au barrage dernière minute tout le temps et puis ils gagnent l'Euro en 2016. Respecter les anciens champions d'Europe. En faisant que des matchs nuls. En faisant que des matchs nuls. C'était beau. Le Portugal, moi je me méfie de bien sûr, l'année prochaine. C'est pour ça que je dis. Ouais. Que le Portugal fait toujours des mauvaises qualifs. Donc ça change rien si la France. Non, mais un groupe comme ça, on fait moins le fier à ce moment-là. Non, c'est sûr, mais ce serait beau. Après, ce serait magnifique. Ouais, c'est ça. Ce serait magnifique d'avoir un groupe comme ça. Moi, je serais content. Ça rappelle les anciens groupes. 2008 avec France, Italie, Pays-Bas. Ah ouais. Là, c'est avec la Roumanie qui était pas mal, franchement. Ouais. Et là, ça bastonnait parce que les groupes et tout, avec l'Albanie et tout ça, c'est bien gentil. Mais de toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Non, il y a quand même une différence. Ok, il y a une différence entre ça et avoir la Russie ou la Finlande. Bon.
Et tu dis il n'y a pas de petits pays, n'oublie pas qu'il y aura les équipes avec la Ligue des Nations. Donc virtuellement, tu as peut-être une équipe comme la Géorgie ou quoi qui va se qualifier. Donc pas petits pays. Il y a très peu de petits pays par très rapport peu de petits pays. Mais entre de petits pays et Portugal, Allemagne, c'est autre chose quand même. Parce que là, c'est plus juste le premier chapeau qui est compliqué. Là, derrière... Il y a très peu de chance pour que ça arrive, mais c'est oui, non, évidemment, là, je prends le pire. Hein. Il y a aussi des groupes, bon, c'est à Ukraine, et puis Irlande du Nord, ou je sais pas quoi, et puis Géorgie, bon, là ça va, ça devrait aller. Oui. Merci Mariano. Exact. Oui. Ce commentaire. Oui. Mais il est d'accord avec moi, j'aime bien. Il est docile, Mariano. Toujours c'est patron. Hein. Il a peur de se faire virer. Bien sûr. C'est moi qui l'ai amené, donc il veut... Tu as remarqué la couleur de son pull quand même. Ouais, c'est pas pour Arsenal en tout cas, vu que je supporte que des équipes en Champions League. Et, voilà. Et Mariano vient d'être viré, on m'annonce dans l'oreille. Breaking news dans le monde footballistique, Mariano Spitzer termine sa carrière. T'as même pas fait un an complet là encore. Bah ouais. Faudrait finir. Au moins, on va signer un CDD jusque Noël. Et après, à la rentrée prochaine, on prendra un petit nouveau en Erasmus et tout ça. Parfait. Et donc on sera payé, c'est ça? Non. Vous allez payer. D'accord. Oui, non, c'est je pense que moi j'ai plus le temps le lundi soir. Je suis plus là. Bon, tant pis. On n'aura pas de buzz alors. Bon, avec ce moment qui ressemble absolument à rien. C'est ça la radio en 2019. On va s'arrêter un petit peu et juste après on va parler de la première ligue, Manchester United, Liverpool. Oscar avait vu juste nous. Avec Nathan, on s'était un petit peu planté quand même. Est-ce qu'on s'était vraiment planté? Parce que selon Mourinho, Manu a joué défensif, selon Klopp aussi, mais est-ce qu'il savait faire autrement? C'est marrant, Mourinho qui parle de défensif. Ouais, enfin, c'est un petit peu du foutage de gueule, mais ça c'est pas grave, c'est du Mourinho. C'est pour ça qu'on l'aime, hein, José, quand même, un petit peu. Bon allez, à tout de suite. Ozil clips it in. Welbeck! There's your fairy tale! Et pourquoi pas Vincent Kompany aussi? Pourquoi pas Vincent Kompany? Pourquoi pas Vincent Kompany? Traversons la Manche, parlons Première Ligue. Et commençons cette rétrospective du football anglais par Everton, victorieux du côté de Goodison Park. Les Toffees se rassurent dans cette victoire 2-0 face à West Ham et remontent à une tout de même décevante 14e place, tandis que West Ham dégringole à la 10e place du classement. Alors dans les mauvais résultats du week-end, non je parle pas de Man U, tu peux souffler hein, Louis. J'ai eu peur. Norwich perd sa superbe du début de saison en allant partager 0-0 face à Bournemouth, les condamnant encore un peu à rester dans la zone de relégation. Bournemouth, eux, sont 9e à seulement 3 points d'une place européenne. Alors, les Wolves de notre cher De Donker ont partagé aussi face à Southampton. On perd des points du côté de Wolverhampton. On prend des points, n'importe quoi. Mais un début de saison compliqué tout de même pour les hommes d'Espirito Santo, je crois qu'il s'appelle. On s'en fout. Ok. Alors... Démerde-toi. Aucune réaction. Tu te débrouilles. C'est ta chronique. Alors, Wolverhampton se place tout de même 11e devant l'équipe de Manchester qui joue en rouge. Je sais pas si vous voyez. Non. Ça me dit rien. Une réactivité incroyable. L'ancien club de Di Maria. C'est ça. Voilà. Falcao aussi. Oui. Ouais, je vois alors. De Southampton se place juste eux devant la zone de relégation. Alors comment ne pas parler du nul de Tottenham dans les mauvais résultats du week-end, un nul plus que nul face à Watford, bon dernier de Première Ligue qui prend 1 point face aux Spurs, 4 points seulement pour Watford depuis le début de la saison. Tottenham est 7e de Première Ligue et entre de plus en plus dans leur crise, des résultats plus que décevants pour les finalistes de la dernière Ligue des Champions, faut-il le rappeler. Et encore, ils ont marqué à la fin, non? 86e 85, ouais, les deux Ali. Ouais. En plus, c'était affiché avec le VAR, pas goal, et l'arbitre a quand même validé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vas-y, c'est ta chronique. Non, pas de souci, allez-y. Pour une fois que vous réagissez. Il y a des petites piques là comme ça. Bon, mais trêve de larmes, puisqu'au final, on s'en fout. Il y a des équipes pour qui ça marche. Manchester City, par exemple, qui regarde son frère ennemi essayer de ne pas couler, enchaîne une nouvelle victoire face à Crystal Palace. Match piège pour les Citizens, mais défi relevé. City se place 2e à 6 unités du premier du classement, Liverpool. Alors, si je vous parle de City, je peux aussi vous parler de Leicester City, qui enchaîne un début de saison fantastiquement maîtrisé. Les hommes de Brendan Rodgers se sont imposés 2-1 face à Burnley à domicile, remontant ainsi à la 3e place du classement. C'est bien gentil Manchester City, Leicester, mais la meilleure équipe de la dernière décennie a validé 3 points supplémentaires
puisque Chelsea s'est imposé 1-0 au Bridge face à Newcastle. Alors se plaçant quatrième du classement à égalité de points avec Leicester et à seulement 2 points de Manchester City. Newcastle, eux, entrent dans la zone de relégation. Chelsea va mieux et semble réussir leur transition malgré tout. Il reste un long chemin pour retrouver le titre. Retrouver le titre, justement, ça fait 20 ans que Liverpool attend cela, enfin plus de 20 ans. Les Reds avaient un derby à jouer ce week-end face aux Red Devils de Manchester United. Une 18e victoire consécutive à aller chercher, un record à briser, mais malheureusement, ou pas, nous sommes en 2019 et la VAR existe. Liverpool s'est donc contenté d'un match nul face à l'ennemi, 1-1, après l'ouverture du score de Marcus Rashford. Manchester United a subi, mais n'a pas été honteux. Alors juste avant d'en parler dans notre débat, sachez qu'Arsenal affronte Sheffield à 21h. En cas de victoire, les Gunners prendraient la 3e place du classement. Et Özil n'est toujours pas sur la feuille des matchs, je vois une voir la compo. Bon, combo classique, Lacazette refait son retour sur le banc, il revient de blessure. Sinon c'est la défense habituelle des peintres, donc Socrates, David Luiz, Xhaka évidemment, et puis quelques jeunes, Willock, Saka, Pepe qui va aider aussi, Aubameyang. On va parler. Merci, oui, Nathan. Et Özil, il est blessé ou il est juste. Non, Özil, Emery veut pas le blairer, donc il a décidé de 4e match d'affilée qu'il est même pas sur la feuille des matchs. S'il y a une raison, je pense qu'à l'entraînement, il doit rien faire ou il y a probablement, un problème, mais bon. Je sais, si Özil à 100% ne joue pas, c'est pas normal, c'est une faute professionnelle. On est d'accord. J'en profite pour passer un. Vas-y. Voilà. Très mauvais match à David Luiz. C'était tout. C'était juste de la haine viscérale vis-à-vis de David Luiz. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée sur Man U Liverpool? On écoute ça. Alors, pronostic, Manchester United, Liverpool, Nathan. 1-3. Un partout. Moi je dis 0-3. Et oui, un partout. Oscar a réussi son prono. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Et oui, pas mal. C'est rare, c'est la seule fois. J'avais globalement dit franchement qu'ils allaient se prendre une douille. Je l'avais clairement dit. Liverpool qui gagne tout, Manchester qui est pas bon en ce moment. Personne pensait, je pense qu'ils arrivaient même à avoir le nul, quoi. Personne n'y pensait. Oscar, en ayant parlé avec quelques amis qui suivent le football, qui intéressés par le football, forcément quelqu'un qui. Enfin bon, alors on y en parle avec d'autres. Ça va aller. On recommence. On est pas en direct, t'inquiète pas. Vous étiez à peu près les seuls qui me disaient qui prendraient le branlé parce que dans l'historique, il faut toujours prendre en compte l'historique des confrontations. C'est même, même s'il y a une période de domination d'un club ou d'un autre, quand c'est une rivalité aussi forte, t'as rarement. Il y a quand même plein de faits de match qui auraient pu changer complètement. Mais oui, je veux dire, il y a un but de Mané annulé. Déjà. Le but déjà le premier, mais même le but de Mané, il est logiquement annulé. Oui, mais si t'annules le premier, si tu valides le premier. Non, mais ça, tu vas pas raisonner comme ça. Mais bon, on n'est pas dans la compensation. C'est les mêmes personnes qui ont décidé pour ces deux. C'est des personnes qui ont la même vision des choses du football. La deuxième mi-temps, Liverpool a quand même dominé. Ah mais bien sûr, vachement, et à cadrer. Aurait pu gagner ce match. Clairement gagner. Oxlade peut te la mettre dans les filets à la dernière minute. Et ce qu'il faut préciser quand même, donc pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est que le but de Manu par Rashford au départ de l'action, il pourrait y avoir quand même une faute sur Origi qui n'a pas été sifflée après le check du VAR, alors que Mané a égalisé un peu plus tard dans le match. Ça a été refusé pour une faute de main logique. Parce que selon les règles, quand tu marques alors que tu t'es aidé du bras, même si c'était le long du corps, c'est annulé. La balle rebondit sur Tu peux pas la contester, la main de Mané quand même. Pour moi, elle touche pas la main, elle touche l'avant-bras. Mais l'avant-bras, le poignet, c'est compté dedans. Si vous voulez. De toute façon, ils ont respecté la règle, c'est-à-dire que le ballon a touché la cuisse et puis la main. C'est même pas dans une contrôle avec la main, même si tu fais pas exprès, quand tu contrôles avec la main, c'est juste incontestable. Tu t'amènes le ballon avec la main, mais non, là c'est pas vrai. Là, il amène pas le ballon avec la main, elle rebondit sur. Sans la main, le ballon a peut-être pas la même trajectoire. Ouais, sans doute. Ça change tout. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une règle. Je conteste aussi celui de Manu où il y a faute au départ et pour eux, il a peut-être pas touché. Et même si la faute c'est pas la faute qui entraîne le but de Man U parce que comme le disaient les commentateurs, en plus, mais s'il y a pas faute, en plus ce Liverpool était super mal placé, ils se font contrer, c'est un contre d'école. Il touche sa jambière. Voilà. Donc à partir de là, la main, tu peux pas la contester. Non, mais je conteste pas. Justement, je dis qu'ils ont appliqué la règle correctement. Donc, dans les deux cas, donc il y a un partout qui est logique. Enfin logique, il y a le match qui se déroule. Après, il y a des faits de jeu, mais
La finalité du score, c'est un partout. Il y en a qui veulent se mettre dans le débat là. Mariano est silencieux, Nathan aussi. Moi j'ai pas vu le match en fait. Moi j'ai pas vu le match non plus. Louis, en tant que supporter de Manu. J'ai vu le match. En effet, pour moi, donc même en tant que supporter, pour moi le but de Manu est pas valide. Parce que pour moi il y a faute. Après évidemment le but de Liverpool ne l'est pas non plus, et comme tu le disais c'est pas parce qu'on a accepté le but de Man U qu'il faut compenser en acceptant celui de Liverpool quoi. Donc je pense que l'arbitre a pris les bonnes décisions, et après c'était un match déjà assez ennuyeux de base, et c'est vrai que le VAR a un peu pourri le match. Je suis pas du tout contre le VAR, je suis même pour, mais là il a un peu pourri le match, c'est un fait. Est-ce que Man U va pouvoir se relancer un petit peu après ce match-ci? J'ai envie de dire oui, mais franchement j'en sais rien du tout. Pas convaincu du tout, parce que comme le disait Oscar il y a quelques secondes, je pense que le derby d'Angleterre c'est un match vraiment unique, un match où quel que soit l'état de chaque équipe, c'est un match à part où tout peut se passer, et je pense pas que ce soit ce genre de match, surtout que c'est même pas une victoire, c'est un nul, donc c'est pas aussi motivant qu'une victoire, même si c'est des points pris. Je pense pas que ce soit un déclic pour Man U. Après voilà, c'est que le début de la saison, tout peut se passer, mais il y a quand même montré des belles choses en première période. Ils ont contenu Liverpool comme peu d'équipes peut-être l'ont je viens de dire ont réussi. Mais il n'y a plus de victoire pour Man U depuis le 14 septembre dernier contre Leicester. Et j'ai vu j'ai mis sur foot, ce qui est assez curieux, c'est que dans les gros matchs, ils ont fait 8 sur 12. Dans les matchs un peu en bois, ils ont fait 2 sur 12. C'est ça. Donc ils ont joué, il me semble, West Ham, Wolverhampton, Newcastle et Crystal Palace. Ils ont fait 2 matchs nuls, 2 défaites. Alors que dans les autres gros matchs, Arsenal, Leicester, Chelsea et ici Liverpool, 2 victoires, 2 nuls. C'est quand même assez bizarre, étrange, étonnant. Bon, et ce week-end, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Liverpool-Tottenham qui n'avance pas beaucoup non plus. Est-ce que c'est un petit peu la fin d'un cycle, en tout cas, avec Pochettino et ce groupe de joueurs qui pourrait arriver un peu au bout d'une histoire? Tu m'as ôté les mots de la bouche. J'allais dire que c'était la fin d'un cycle. Et ça va, on m'entend? Vas-y. Et je pense que là, cette saison, c'est peut-être la saison de trop pour cette équipe, qui, rappelons-le, l'année passée n'ont pas fait de transfert, donc comme les 8 dernières années. Oui. Sauf que l'année passée ils font une très très bonne saison en finale de Champions League, et là peut-être que c'était malheureusement la saison de trop pour eux, mais à voir, on sait jamais. Peut-être qu'une victoire contre Liverpool va les relancer, on sait jamais. Ils sont encore très loin, même bon, ils commencent à prendre 7ème du classement, quelques points de retard sur Chelsea, Arsenal, qui avec Leicester devraient se battre probablement pour les autres places du top 4. Il va falloir quand même se réveiller. En Cup, ils sont aussi éliminés, parce qu'il y a un problème, c'est qu'au-delà du championnat, ils ne gagnent rien. Non. À l'époque, Arsenal était toujours aussi 3-4ème avant. Ligue des Champions, il ça avant, voilà. Mais il y avait de temps en temps une Cup, il y avait quelque chose là. Tottenham, on a l'impression que la Ligue des Champions c'était une occasion rêvée, et qu'après ça va être compliqué. Oui, d'accord. Mais ça vous inspire pas? Non, mais il faut un début de saison compliqué quand tu sors d'un 7-2 face au Bayern. Il y a un peu de temps pour s'en remettre. Oui. Au-delà de ça, même avant le 7-2, c'est. Oui, le début de saison est pas bon. Il y a des choses très bizarres. Parce que même des joueurs comme Kane. Même la fin de saison passée, en championnat. Aussi, mais des joueurs comme ça vont en équipe nationale et sont incroyables. Enfin, Kane a mis un doublé ou un triplé, je sais plus. En Bulgarie. Il a mis un but en Bulgarie et un but en République tchèque. Juste un but? Ouais. Il marque 2 fois, de toute façon. Mais il marque 2 fois. Il mettait un triplé face à la Bulgarie, mais début septembre. Ok, c'est pour ça que je me trompe. Bref, de toute façon. Et puis, quand il retourne en club, c'est juste. C'est 9 matchs, 5 buts et 2 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Il est pas à la ramasse. Mais tu te rappelles le ratio de Kane les dernières saisons? Bien sûr. Mais même dans le. À ce moment-là, tu prends tous les grands buteurs d'Angleterre. Au-delà des stats, mais c'est plutôt même dans l'envie, dans le jeu. Je veux dire, il y a plus de trucs proposés, même dans le. Il a un rôle de 10, parfois, peut-être qu'il le fait plus. Kane, ça a toujours été le joueur qui te réveille une équipe parce que il a des. Enfin, je sais pas. Et tu veux dire qu'il aurait lâché, les joueurs auraient lâché aussi. Une fin de cycle, c'est quand tu lâches aussi ton coach. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on n'entend rien.
au niveau de l'intérieur de l'équipe. On sait pas ce qui se passe. Puis pour le mental, c'est pas spécialement bon. Personne ne C'est une parle. perte de confiance. Personne ne sait. Les résultats personne derrière sont pas bons. Il n'y a pas forcément un problème Non, c'est dans ça. le vestiaire. Personne n'est vraiment contre Pochettino. Pochettino ne dit rien trop. Ça me semble quand même compliqué d'être contre lui. Il faut rappeler où était Tottenham avant que Pochettino arrive. C'était une équipe qui était C'est très certain. sympa, finissait 6-7ème, de temps en temps aller en UEFA. UEFA à C'est l'époque. certain, mais regarde. C'est tout. C'était un peu comme, je sais pas, Leicester ou West Ham maintenant. C'était sympa. Mais... Justement, regarde Leicester. Ranieri donne un championnat à Leicester et pourtant il le vire comme n'importe quoi. Oui, mais parce que la saison d'après, ils sont proches d'être en D2. Là, ils sont 7ème. Et ils sont pas à 15 points. Mais bon, le problème, c'est que Pochettino, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait 7ème saison, quelque chose comme ça. Et il y a plusieurs cadres. Il faut rappeler que Alderweireld, Vertonghen et Eriksen n'ont pas prolongé. Pourra partir libre. Bon, Vertonghen, il n'a pas une énorme cote vu que il est assez vieux. Mais bon, Eriksen et Alderweireld, gratuit, ce serait quand même une grosse perte. Et la blessure de Loris va pas trop aider non plus mentalement pour l'esprit du groupe. J'imagine c'est un gros leader. Le perdre aussi quand ça se passe pas bien. Ouais, simplement. On va passer donc au pronostic de dimanche prochain, il me semble. On réfléchit 3 secondes parce que il faut faire ça rapidement. C'est à Liverpool ou à Tottenham? À Liverpool. À Anfield. Attention, pronostic. Liverpool, Tottenham, Nathan. Je suis joueur et j'apprends de mes erreurs. 1-2. Louis. 2-0. Oscar. 2-1 pour Liverpool. Nathan. 3-1 pour Liverpool. Mariano. J'allais de nouveau dire 3-1, mais on va dire que je suis un copieur. Allez, 4-1. Je sais J'avais plus raison. absolument plus ce que vous avez dit. Je vais dire 2-0. Quelqu'un dit 2-0? J'ai dit 2-0. Ah bah j'ai dit 3-0 alors. C'est pas grave. Soyons fous. Allez, après une petite pause, on va parler avec Mariano du focus. Il va nous parler de l'histoire d'un joueur. Je ne sais pas qui c'est. Tu veux faire un petit teasing ou même pas? Non. Non, pas de teasing. Question pour un champion. Quelqu'un a dit victoire de Tottenham. Moi. Ouais, il y a eu un 1-2 ici. De 2001 à aujourd'hui, ils ont gagné une fois. C'est pas pour rajouter une petite Nathan, pression. Hein, si mais... Tottenham gagne, je te rajouterai un point bonus. Tu me mets Pour 4 points, s'il te plaît. Ouais, un point bonus, c'est déjà bien. 4 points salade tomate. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui? Donc, le focus de Mariano. Et puis, vu qu'Oscar va désormais faire son histoire de foot chaque week-end, je ferai en très court les résultats dans les grands championnats pour faire ça rapidement. À tout de suite. On s'en fout sur Air Live. Qu'est-ce que tu nous as prévu, mon petit Mariano, aujourd'hui? Alors, je rappelle un petit peu le principe de ma chronique, qui est de faire découvrir un joueur qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Et le principe est que vous devez deviner de qui il s'agit. Donc cette semaine, j'ai pris un joueur un petit peu moins connu, beaucoup moins connu que par exemple Eto'o Vermaelen, que j'avais fait les dernières semaines. Bon, c'est peut-être pas moi qui gagnera. Qui sait Pour changer, parce que je gagne souvent. Donc. Je te le souhaite. Est-ce que c'est Copa Boubacar? Écoute, non. Ça aurait été incroyable. Il le fera avant la fin de l'année. J'ai eu très peur. T'as foiré ma chronique. Ouais, c'est ça. Franchement, non, on fait plus jamais ça. Après, non, c'est trop facile ça. J'ai des joueurs moins connus. Bah ouais, champion d'Afrique. Hein, dans on s'en fout, Boubacar Kopa est connu au niveau de Eto'o et Vermaelen. C'est pour ça que je me suis permis. C'est pour ça. Non, t'inquiète pas. Alors, je vais commencer du coup. Il joue toujours aujourd'hui à 43 ans. Ouais. Donc il joue toujours. Il a participé à 2 Coupes du Monde. Corée-Japon 2002. Ronaldinho. Et absolument pas. Il est moins connu que Eto'o et Vermaelen. Ah, pardon, t'as dit ça. T'as donné peut-être le joueur le plus connu. En plus, il joue plus. Je sais pas, je me dis 43 ans. Non, il a pas 43 ans. Il est un peu plus. C'est possible, mais il joue. Non, c'est possible. Il joue plus en tout cas. Non, il joue plus. Bref, ce n'est pas lui. Corée-Japon 2002 et Afrique du Sud 2010. Le grand public l'a découvert lors de la Coupe du Monde 2010. Forlan. Non. Il a marqué plus de 400 goals tout le long de sa carrière. Il est sud-américain. Il figure dans le Guinness Book des records, parce qu'il a un record assez particulier, que je vais dire de suite. C'est qu'il a joué dans 29 équipes différentes. Quoi? Donc il a le record du monde de club... Avec George Lekens. George Lekens. Il est surnommé El Loco. Bielsa. Non. Normalement, vous auriez dû trouver avec les 29 équipes différentes. Du coup, là, je suis un peu embêté. Ça me dit quelque chose. Mais... Il a gagné la nationalité. J'ai pas fini. Encore des caractéristiques qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Il a gagné la Copa América 2011. Du coup, il est... Chilien. Non, 2011. Attends, 2011. Argentin. Non, ça fait depuis très... Uruguayen, non, ouais. 2011. Il est uruguayen. Il mesure 1m93 et est attaquant. Son numéro est le 13. Et la dernière particularité qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il a tiré le penalty décisif contre le Ghana en quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Et sa particularité, c'était que c'était une panenka.
Non. Il s'appelle Panenka. C'est pas lui, non. Peut-être si je... Non, personne ne trouve. Wait. Franchement, on en a beaucoup parlé en 2010 après cette Panenka. Il avait les cheveux longs. Forlan. Non, c'était pas Forlan. Bon, bah personne ne gagne de points. Ah, bah c'était. Non. Attends. Donne la première lettre. Il y a pas d'autres trucs, tu sais nous dire. La Bah, il y a cour de toute la chronique après, Non, mais là, on a tout, on sait que c'est juste, on a pas de nom en tête. Est-ce que c'est possible qu'on le connaisse pas? Oui, c'est possible que vous le connaissiez pas, parce qu'il a pas vraiment joué dans de grosses équipes européennes. Bah c'est pas grave, balance-le. Mais en 2010, on a beaucoup parlé. Rodriguez Et ou un qu'il a ce Pereira, record ou un du truc monde. comme ça. Non, Caceres. c'est jeudi. Ouais. J'espère que vous le connaissez quand même, sinon je suis un peu embêté. La C'est tristesse. Sébastien Abreu. Ah, pas du tout. Absolument pas, ouais, ça me dit rien. Bah, vous irez voir sa tête, j'en sais rien. Bah tant mieux, comme ça je fais découvrir un joueur que vous ne connaissez pas. Pour le coup, ce sera une vraie découverte. Ouais. Et ça, Bah, c'est du beau. coup, il a ce record du monde de 29 clubs. Le focus découvre avec Marianne des nouveaux J'ai joueurs. dit des joueurs connus et plus méconnus. Et moi je me rappelle très bien c'est bien ça. de cette Panenka. Bah, vous avez vu le match quand même Uruguay-Ghana en 2010. Oui, mais je me souviens plus du joueur qui a mis Ok, le but. mais Et ouais, son mais nom ne le, me dit rien en fait. Mais le- tu... le oui, match. si, t'en avais déjà parlé de ce joueur, non? Non, je pense pas. Bah le match, vous voyez lequel c'est en tout cas. Oui, c'est la main de Suarez, Ouais. le Ouais, penalty oui. raté, Ouais. et Ce il met la fameux Panenka au Bah, tir. voilà, rassuré. Et Gian qui rate son penalty. Exactement. Gian. C'est vrai que je me rappelle de son passage au Je sais pas Deportivo comment La ça Corogne entre 98 et 2004. Bon allez bref, vas-y parce que sinon on est encore demain. Du coup, Washington Sébastien Abreu est né en 1976 à Minas en Uruguay. Minas State. Et comme dit précédemment, Je coupe rester le là, micro. je vais rester là. C'est beau. Comme dit précédemment, il a joué dans 29 équipes différentes. Cite-le. On y retrouve. Ou alors te coupe. J'y ai pensé, franchement, j'y ai pensé. Et on y retrouve un peu de tout. Tu as coupé mon micro. En fait, tu vas pas me virer, je vais démissionner. Donc, Vas-y, je coupe le micro des autres et vas-y, comme ça tu vas faire ta chronique. non, tu peux laisser. Non, non. J'ai choisi de c'est ne pas le interactif, laisser. c'est interactif. Mais non, mais sinon ils vont pas rigoler à mes blagues. Bref. Il a joué dans 29 équipes différentes. On y retrouve un peu de tout. Donc, des équipes du top dans le continent américain, comme Nacional en Uruguay, San Lorenzo et River Plate en Argentine, Grêmio et Botafogo au Brésil, ou encore Cruz Azul et América au Mexique. Il a au total remporté 8 titres avec toutes ces équipes. Cependant, il a aussi joué dans des clubs jouant le maintien et même dans des divisions inférieures comme le Deportivo La Corogne, comme savait si bien Nathan, ou Bangu au Brésil. Ces clubs les plus exotiques à mes yeux, même si c'est un avis totalement subjectif, sont les suivants: Beitar de Jérusalem, Laris Salonique en Grèce, Laucas en Équateur, ou encore Sol de América au Paraguay, Santa Tecla au Salvador, je vois. et Deportes Puerto Montt en D2 chilienne. Vous voyez? Logique, ouais. Ça y est, ça me. Ils ont gagné ce week-end. Pourquoi vous connaissez pas ce joueur vraiment? Parce qu'on dirait plus un coureur de Formule 1 qu'un joueur de foot. J'ai pas encore vu à quoi il ressemble. Et du coup, la liste est encore longue, mais j'évite de citer tous les clubs par lesquels il est passé parce que l'émission d'après ne va pas apprécier. Parmi les clubs les plus connus dans nos contrées, on retiendra donc le Deportivo La Corogne, la Real Sociedad et c'est tout. Je rajouterai par contre San Lorenzo pour les plus fidèles auditeurs dont s'en foutent, étant donné que j'ai fait une chronique sur eux l'année passée. Tu es fan. Hashtag Viggo Mortensen. Bien vu, big up. Il a commencé sa carrière en 1994 et n'a jamais passé plus de 2 ans consécutifs dans le même club. Entre nous, c'est pas super pratique pour avoir une vie de famille, parce que ok, on parle souvent de ces 29 clubs, mais on peut aussi évoquer les 56 000 écoles par lesquelles sont passés ses enfants, s'il en a. Je sais pas s'il en a, mais c'est à vérifier. Actuellement, il joue au Boston River en D1 uruguayenne. Avant d'arriver encore en D1, à 43 ans. Avant d'arriver dans la célèbre équipe de Boston River, El Loco a fait une petite pige compagnienne au Salvador, où il a fait joueur-entraîneur du mythique club de Santa Tecla. Il a aussi joué du coup en équipe nationale entre 96 et 2012, disputant donc 2 Coupes du Monde et 3 Copas. Il a marqué 26 goals en 70 matchs, mais a eu la malchance de partager la génération dorée d'attaquants de la Celeste, à savoir Diego Forlán, Edison Cavani et Luis Suarez. Il était donc souvent le dernier choix en attaque. Mais ça l'a pourtant pas empêché de remporter la Copa en 2011 après une très bonne Coupe du Monde 2010 où les Uruguayens atteignent les demi-finales, stade qu'ils n'avaient plus atteint depuis 40 ans. Tout cela après un mémorable match contre le Ghana achevé par Abreu d'une panenka lors des tirs au but. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Marianne, après cette découverte un petit peu. Ça me fait plaisir que vous curieuse, les gens découvrent des choses. Là on va parler de terre à terre, juste très court, les résultats ce week-end. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe.
En Italie, statu quo en tête du championnat après les victoires de la Juve et de l'Inter. La vieille dame possède toujours un petit point d'avance sur le rival milanais. On notera également la victoire de Naples face à l'Hellas Vérone. Le choc de la journée entre la Lazio et l'Atalanta a accouché d'un beau 3-3. En Espagne, le Real chute pour le retour de Courtois entre les perches, mais sans Eden Hazard, laissé au repos pour cause de paternité. Les merengues se sont inclinés 1-0 à Majorque. Le Real laisse donc la tête au Barça, un poids devant après la belle performance de son trio d'attaque GSM, Griezmann, Suarez, Messi, lors de la victoire catalane 0-3 à Eibar. Dans le match au sommet, l'Atlético a concédé le match nul 1-1 face à Valence. Les hommes de Diego Simeone sont à 3 points du Barça. En Allemagne, Dortmund s'est imposé 1-0 dans le choc des Borussia face à Mönchengladbach. Ces deux principaux rivaux, le Bayern et Leipzig, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Au classement, 9 équipes se tiennant 2 petits points dans le haut du classement. Aucune équipe n'arrive donc à se détacher pour le moment. Chez nos voisins français, les semaines se suivent et se ressemblent pour le leader parisien. Le PSG s'est imposé 1-4 à Nice. La défaite de Nantes, son dauphin, permet au club de la capitale de prendre 5 points d'avance. Le championnat est déjà terminé. À noter également la victoire de Marseille, Monaco ou Saint-Etienne face à Bordeaux, même si c'était un vol, comme le disait Oscar. Pour la première de Rudy Garcia à Lyon, les Gauls n'ont pas pu faire mieux qu'un 0-0 face à Dijon, avant-dernier du championnat. Lyon est 17e du championnat à égalité avec Nîmes, barragiste, et avec seulement un petit point d'avance sur les deux relégables. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Et on se retrouve après une petite pause musicale. On parlera de la Ligue des Champions. Il y a pas mal de matchs intéressants. Ajax, Chelsea, notamment Inter Dortmund et les clubs belges Bruges, PSG et Genk Liverpool, entre autres. Restez avec nous. On est ensemble encore pour une petite heure. Et on est de retour, on va parler de la Ligue des Champions. Comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs matchs qui sont pas très intéressants. On va pas passer 10 minutes sur Shakhtar Dinamo Zagreb, par exemple. Premier match qui peut nous intéresser, Galatasaray Real Madrid. Tout d'abord les matchs de demain. La presse la presse espagnole qui explique que ça peut être un petit peu chaud pour Zidane. Est-ce que quelqu'un croit vraiment à cette information que Zidane peut être un petit peu en danger en cas de défaite en Turquie demain? Pas qu'il soit en danger, mais je signerai pas le fait qu'ils vont gagner ou faire match nul demain. Je mettrai une petite pièce sur le Galatasaray, mais pas sur le fait que Zidane va se faire virer. Mais il peut, si jamais il perd ou fait un match nul là, il peut commencer à avoir des supporters qui sont moins derrière lui et commencer à avoir. On rappelle, Real 3-0 au PSG, 2 partout à domicile face à Bruges. En cas de contre-performance demain, la qualité. Si un match nul n'est pas en danger, s'ils perdent, puis ça devrait aller, mais il va falloir quand même encore. Il est déjà en danger. Au Real, vu comme Pérez vire et recrute d'autres coachs à Pérez, tout bout de champ, change de coach. Real est déjà en danger. Il a pas du tout l'unanimité énorme des supporters, même depuis son retour. Il y en a beaucoup qui étaient contre. Et juste c'était Pérez donc qui voulait le retour de Zidane. Et là, vu les résultats, avec les recrutements, même si c'est pas Pogba qui voulait ou Kanté, il y a eu l'arrivée d'Hazard, il y a eu il y a quand même pas mal de joueurs, Ferland Mendy, merci. Au milieu, c'est quand même à peu près le même milieu, mais il n'y a pas de blessés, tous les joueurs sont là et ça tourne pas. Moi, je pense que Zidane est déjà en danger, et quel que soit le résultat de Galatasaray, en fait, c'est plutôt, il doit faire presque un sans faute pendant un moment pour retrouver une réelle confiance des supporters et du président. En fait, j'ai l'impression que le mauvais début de saison du Barça en championnat leur a permis d'être premiers alors qu'ils étaient moyens, ce qui sauvait un peu les apparences, parce que est-ce que tu sauves quelqu'un qui fait, certes un souci en championnat, mais qui est leader de son groupe, un souci en Ligue des Champions et leader de son championnat, c'est un peu difficile. Nathan ne sait pas sur quel pied danser. Non. D'accord. Je n'ai pas le plus d'arguments. Quelqu'un veut parler de Zidane ou du Real demain? Quelqu'un croit comme Mariano? C'est pas dramatique qu'ils aient perdu contre le PSG. Gagner là-bas, parce que t'es dans une ambiance pas possible à Galatasaray où il y a quand même une équipe sur le papier qui est pas mauvaise, qui tourne bien. On l'a vu contre Paris, même s'ils ont subi, ils ont aussi eu quelques contres qui auraient pu faire très mal. Seulement 0-1. Seulement 0-1, exactement. Donc le Real qui en prend 3 à Paris, qui galère contre Bruges, qui vient de perdre ce week-end, ça va être compliqué. En fait, ils font un total. En plus, Courtois va jouer.
La seule confiance qu'ils peuvent avoir, c'est de se dire on est en Ligue des Champions, c'est notre coupe à nous, il y a Zidane, mais il y a plus Ronaldo, donc et puis d'avoir Hazard qui se réveille aussi. T'es pas dans les meilleures situations, quoi. La seule confiance qu'ils peuvent avoir, c'est leur orgueil pour le coup. Ouais, parce qu'ils ont encore perdu ce week-end en plus. Donc les patrons de l'équipe vont devoir reprendre justement l'équipe en main. Exact. Deuxième match de la poule, Bruges, Paris Saint-Germain, demain donc à 21h. Est-ce que Bruges peut réaliser quelque chose, prendre un point? Vous allez dire que oui, mais pour moi non. Pour toi, non, mais vas-y. Pour moi, c'est on est au parc. On est non. Ah, c'est à Bruges. C'est à Bruges. C'est déjà moins sûr, mais Paris, comme chaque année en poule, fait un sans faute à chaque fois, ou pratiquement. Au moins face il y a des équipes de différents standards. L'année dernière, Liverpool-Naples, dans leur poule, ils finissent quand même premiers avec pas que des victoires. Et en général, les équipes ensuite de second rang comme Bruges, c'est victoire aller, victoire retour. Et là, vu ce qu'ils ont montré, vu le sérieux de l'équipe depuis un petit moment, il y a surtout le retour de Mbappé qui rentre à la 83e ce week-end, qui met un but, une passe D. Il met un but, une passe D en moins de 10 minutes. C'est-à-dire que c'est fou, quoi. C'est énervant presque. C'est le vrai patron de cette équipe. C'est le vrai patron. J'ai appris récemment qu'il y a 5 capitaines dans cette équipe. Il y a le vrai capitaine Silva, t'as Marquinhos, Verratti, Cavani et Mbappé. Donc c'est les 5 capitaines de Tourelle. Et donc face à Bruges, même si t'es pas dans la même ambiance même si je pense que je ne connais pas l'ambiance de Bruges, t'es pas dans c'est pas dans le côté pesant et l'atmosphère de Galatasaray. C'est pas mal, mais c'est pas Galatasaray, mais c'est quand même le public brugeois, c'est quand même un public qui a déjà fait gagner son équipe plus d'une fois en championnat belge peut-être. Mais en fait pour eux ça va être très dur d'enchaîner une aussi belle performance face au Real et encore une face au PSG. Je pense que sans Vormer aussi, faut le souligner aussi, c'est quand même leur capitaine, c'est un élément qui fait que ça me paraît très quelqu'un très, croit très en Bruges demain, ne serait-ce que pour un match nul? Moi je me dis que franchement il y a moyen. Compliqué. Surtout Bruges qui justement je regardais un peu, qui sont très très en forme. Ils ont plus perdu de match depuis juillet cette saison, ouais. Et en juillet c'était un match amical. Oui, donc ils sont invaincus. Et cette saison ils sont invaincus pour le moment. Et qui sont vraiment très en forme et ils survolent le championnat belge. Contre le Real, ils ont vraiment impressionné. Donc je me dis qu'en plus là c'est chez eux. Je pense pas qu'ils vont gagner, ça je pense pas. Mais peut-être aller chercher un petit point. Elle a rien à perdre cette équipe en fait. Ouais, elle a rien à perdre, et dans la mentalité de Philippe Clément, ils jouent pas la Ligue des Champions pour finir. Pour figurer quoi. Ouais. Et donc ils vont jouer ce match sérieux. Ils sont chez eux. Moi le match nul. Avoir la forme de Paris, mais à voir aussi comment ils vont l'aborder. S'ils jouent au foot comme ils risquent justement. Enfin, je sais pas si Bruges a l'habitude de pas du tout reculer, de pas avoir de bloc bas, et s'ils ont un bloc haut et qu'ils jouent vraiment au foot, ils risquent de se faire avoir et de. Contre le Real, à part la deuxième mi-temps où ils ont fort subi, ils ont quand même développé leur jeu. C'est là où Paris se casse souvent les dents, c'est face au bloc bas. Ils ont du mal, alors que le Barça en général trouve toujours la solution. Paris, c'est pas une équipe de contre non plus, mais ils ont besoin d'espace et encore plus avec Mbappé dans ce cas-là. Bon, il y a pas Neymar. Mais si Bruges joue au foot, même s'ils jouent très souvent, en fait les équipes jouent aussi très bien face au PSG, déploient un beau football, et c'est ces équipes-là qui sont jamais j'ai aucun mot aujourd'hui, récompensées. On va passer à d'autres matchs. Mercredi, il y a un bel Inter Milan Dortmund, un match qui s'annonce déjà comme un choc pour la deuxième place derrière le Barça. C'est le match à gagner pour l'Inter après leur échec contre le Slavia Prague. 1/6. Mais vu leur début de saison, c'est fort probable qu'ils gagnent. Mais Dortmund fait aussi une victoire en nul pour Dortmund. Ouais. C'est où? C'est à Milan. C'est à Milan. Ouais, je miserais sur une victoire de l'Inter, la première. Tout le monde est d'accord, une victoire de l'Inter plutôt quand même face à Dortmund. Plutôt, je pense. Ouais. Autre match, Benfica-Lyon, Oscar, est-ce que ça peut être le réveil de Lyon de nouveau dans un grand match, dans un grand stade? Je sais que Nathan c'est à Benfica, donc ça fait peur. C'est à Benfica. Ça va être. Moi, j'ai tendance à penser que Lyon, sur le papier, ils sont toujours aussi bons et ils sont juste pas réguliers. Ils nous ont vraiment fait mentir face à Leipzig personne n'y croyait, ils ont été gagnés là-bas. On les voyait prendre une tôle pas possible. Ce week-end, ils font encore un nul. Ils sont à 1 point en fait, la Ligue 1 est tellement serrée qu'ils sont à 1 point du dernier, mais ils sont en même temps à, 3 points du 5e, un truc comme ça. Ouais. Mais ils peuvent le faire, bien sûr. Après, c'est du football et
au Portugal. Nathan n'a pas l'air À du Lisbonne, tout c'est chaud. d'accord. Non, parce que ils enchaînent 2 défaites d'affilée, Benfica, mais c'est aussi une équipe qui en veut. Hein. Bah, C'est bien des sûr, jeunes, non, mais c'est des jeunes pleins de tout talent. peut arriver, C'est là, on n'a aucune certitude sur c'est ce match. un public chaque match là-bas fantastique et c'est une équipe de Lyon plus, je dirais, comment dire, plus mauvaise mentalement que celle de Benfica malgré le résultat qui peut tromper. Ah mais ça j'en doute pas. Puis l'arrivée de Garcia, elle est du côté des supporters, non mais elle passe pas du Aussi. tout. Lui, je sais pas comment il vit ça, mais certains joueurs ont l'air déjà finalement aussi convaincus par l'arrivée de Garcia. On va voir ce que ça va donner. Il y a eu un premier match face à Dijon où apparemment, moi en voyant les stats, c'était une grosse domination lyonnaise. Et sur un pote qui l'a vu, il me dit que c'est toujours catastrophique dans le jeu. Donc c'est le problème du changement de championnat, c'est dans la tête. Autre club belge, Genk joue mercredi à domicile face à Liverpool. On attendait un match difficile face à Naples. Ils ont fait 0-0. Là, j'ai vu Nathan qui a fait un signe très clair. Ils vont se prendre une douille énorme. On avait dit pareil contre Naples, donc on prend Des un pincettes. peu de recul, mais après, Liverpool c'est pas Naples non plus. Aussi. Il n'y a que Magno qui prend des points contre Liverpool. Enfin, pas en Champions League en fait. Oui, c'est avec Arsenal en Europa League. Non, je vois quand même une victoire de Liverpool. Je pense aussi, ouais, pas une grosse branlée, mais C'est à Genk aussi. gagne quand même. C'est à Genk, quoi. Ils perdent ce week-end contre le Standard. Le standard, ouais. Ouais. Sur un goal. Ils étaient pas mal, franchement. Est-ce que le goal était très valable? Pour moi, en tout cas, Genk ne méritait pas de perdre ce match, je trouve. Non, pas moi non plus. Mais c'est que le goal. C'est Genk éliminé pratiquement s'ils perdent ce match, non? Avec un point. Le truc, c'est quoi ça va. Pour dépend du résultat le top de Red 2, Bull, le top 2 ils y seront pas. Le truc, c'est qu'il va falloir gagner à Salzbourg. Voilà. Et puis Ah non, à domicile là, pardon. Oui, c'est. Non, ils jouent à Salzbourg et puis. Ouais, à domicile. Non, ils mais, accueillent Salzbourg. Ouais, ils accueillent. Ouais, c'est ça, Mais- ils vont jouer. Ils vont à Naples et à Liverpool. Et à Ouais. Anfield, ouais. Bah, il faut que Salzbourg perde tous leurs matchs et que dernière journée, genre, ils gagnent contre Salzbourg, vu qu'ils ont pris un point contre Naples. C'est compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, Lille-Valence, bon, on s'en fout un peu, mais. Bah non, c'est justement ça c'est va un quand même être match pour la c'est un match qui va beaucoup compter pour la 3e place, Parce que- le classement entre Chelsea. Une etc. défaite lilloise les condamnerait pratiquement avec aucun point. T'as Une victoire de Valence et Valence, Chelsea qui sont tous les deux à 3. L'Ajax, on en parle plus tard. Mais Au dernier match. Voilà. Le match c'est vrai que pour le plus vous, excitant. c'est pas le plus excitant à côté de tout ce qu'il y a, mais Mais c'est un gros match peut-être de football un groupe qui où il y va être a intéressant. beaucoup d'enjeux. ouais, C'est ça que je voulais dire. Et on va donc terminer dans ce groupe par Ajax-Chelsea, un match indécis et très excitant, je trouve, en tout cas. Allez, qui veut se lancer? Bon, Nathan, t'inquiète, je vois ses yeux. Je me range déjà les doigts, je le sens là. J'ai l'impression qu'il a T'as déjà peur. très très peur. Qui veut se lancer déjà sur ce match? Comment? Allez, Nathan, en face de moi, comment tu le sens? Moi je vois plutôt l'Ajax qui était déjà hyper impressionnant la saison passée. On s'est tous dit ouais ça va être que pour une saison, est-ce qu'ils vont savoir le refaire? Il y a des gros joueurs qui sont partis et pour le moment ils commencent très très bien en Ligue des Champions avec 2-3-0, enfin 2 fois ils font 3-0. Donc moi je vois plutôt l'Ajax gagner et qui sont assez impressionnants et j'espère que l'Ajax peut faire un parcours aussi beau que l'année passée, voire mieux. Ce serait incroyable parce que je les aime beaucoup, mais bon après ça j'y crois quand même un peu moins. Marianne, d'accord avec ça, l'Ajax? C'est l'année de la confirmation, donc c'est la plus dure. Mais pour l'instant, ça va. c'est très bien parti. Et je suis d'accord avec Nathan. Je vois aussi l'Ajax l'emporter. Louis a l'air d'accord aussi. Oui, Nathan a très bien résumé. Très bien, merci Louis. Voilà. Nathan, Je sais pas, allez. je vais. C'est pas un blues là. Oui, je vais Comment peut-être paraître ridicule, mais j'ai l'impression que Chelsea est dans la même situation que l'Ajax la saison passée. C'est-à-dire c'est une équipe très jeune, avec des cadres qui sont là depuis quelques temps. Ça me fait rire parce et Chelsea va même pas passer la phase de groupe. Mais allez, ça quand même. Il pourrait prendre exemple sur l'Ajax la saison passée. Et donc sur ce match, je vois un match nul. Un match nul. Oscar, Ouais, moi aussi. on terminera par un Ouais, petit pronostic. Bien que l'Ajax c'est très fort et ça impressionne à chaque fois. L'année dernière, sur les on savait pas, au moment des phases de poule, ils jouaient des équipes comme l'AEK, comme des, enfin oui, je sais plus quel, je chante de l'AEK et de quelqu'un qui avait arrêté ce match en disant c'est pas fait, ils jouent des Grecs, ça va être compliqué. Et en fait, ils étaient juste supérieurs aux mais petites équipes. non, je pense que c'est cette année en barrage. Je suis quasi sûr de ça. Parce que l'AEK en Ligue des Champions, L'année dernière, si. dans la poule, l'AEK Athènes.
Je suis pas convaincu. Possible. Enfin bon, Bref, peu importe. non mais l'Ajax a clairement réussi ses 2 premiers matchs face à Lille et Valence, mais là c'est le gros choc dans cette poule. Et Chelsea, comme tu dis, avec ces petits jeunes, ce jeu qui marche bien, qui marche très bien, Lampard à la tête de tout ça, ils peuvent créer. Finalement, ce serait une surprise de voir Chelsea accrocher, ne serait-ce qu'accrocher l'Ajax, ce qui est dans cette période actuelle pas habituel et une victoire de Chelsea serait. En fait, les 3 résultats sont tout à fait plausibles. C'est encore une fois un match très très ouvert. Oui, c'est vrai que tu avais oublié que Chelsea avait perdu. Ils vont perdre à On serait pas Valence. surpris par une victoire de l'Ajax, on serait pas surpris non plus par une victoire de Chelsea. Ça reste le club de Chelsea et un nul logique. Mais ça va être un match, je pense, offensif et assez. Mais très offensif. Assez remballant. Ouais. Il peut y avoir beaucoup. Ouais, ça va très vite. Mount, Abraham d'un côté, de l'autre Hadji Ziyech, Neres. C'est une bataille au milieu qui peut être pas mal, énorme. Van de Beek, il y a Kanté qui est pas. Non, Kanté. Je crois qu'il est blessé, absent. C'est juste le petit point noir pour Chelsea et Barkley incertain. Ok. Ce Donc sera c'est le mercredi 18h55. Rudiger n'est pas là. PC depuis. Rudiger, c'est bien ça. Christensen non plus. Non mais en défense centrale, ça va être Zuma quoi face à l'Ajax. À voir ce ça va être compliqué. Et je confirme d'ailleurs que Laïc était dans le groupe de l'Ajax la saison passée. Ah ouais avec Benfica et le Bayern. Voilà, Benfica. Et le Bayern. Mais c'est vrai que d'ailleurs contre le Bayern, ils avaient déjà été Bayern, ils avaient fait les gros matchs et ils avaient fait les gros Benfica, matchs. on savait pas ce que ça Match donnerait. Ils avaient incroyable contre le réussi Bayern. totalement. Le 3-3 dernier match. 2 cartes rouges. C'était fou. Doublé Lewandowski. Bon, on va finir comme d'habitude par les petits pronostics. C'est très clair. Donc Ajax, Chelsea, Nathan. 2-2. Louis. 2-0. 2-0. Ouais, non, c'est 1 partout ou 3-3, mais. Discute, non, mais tu peux dire 2-2 si tu veux. Si tu veux dire 2-2, tu peux dire 2-2, t'inquiète pas. 3-2 pour Chelsea. Ouf. 2-3 donc. Attends, si c'est ça, je te paye un verre. Merci. Non, c'est beau ça. Il va devenir Moi je dois dire quoi pour que tu me payes allez 2 verres. tu me prédis le 10-0 comme Saint-Marin. Non, moi je vais dire 3-1. Ouais, Saint-Marin d'ailleurs, j'en reparle juste vite fait. Moi j'avais dit 10-0, tout le monde me dit t'es fou. On arrive à 9-0. On en a parlé la semaine passée, tu n'as pas écouté l'émission. J'étais occupé, c'est pour ça que j'étais pas là. Ouais, mais il y avait un replay. Les gens ont écouté le replay. Comme il y a 80 personnes sur YouTube qui ont écouté le replay. Bon allez, du coup je dis 3-1. Mariano. Tarif habituel 3-0. En vrai, ce serait beau. Je dis 3-2 Chelsea, je serais même pas surpris par 3-0 pour l'Ajax. 3-2 Ajax. Ça m'a l'air bien. Bon, juste après, qu'est-ce qui est, je ne sais plus ce qui est prévu dans la conduite. Faut que je regarde. Alors, je pense que c'est Oscar. Oui. Oui, Oscar, histoire de foot. Un petit teasing ou pas, Oscar? Un petit teasing. De quoi tu vas nous parler? Ça va se passer dans les pays des Balkans. Non, la fin des années 80. Il y aura encore une histoire de guerre et tout ça. Une petite histoire de guerre. Je voulais pas refaire là-dessus forcément, et on y retourne. Un petit peu de guerre quand même. Ça fait toujours. Du sang et des larmes. D'accord, super. Joyeux. Ça va être hyper joyeux sur Air Live, mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de belles choses. On est ensemble jusque 22h. Et on va donc allumer le micro. On va donc allumer le micro et parler aujourd'hui des affrontements entre le Dynamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade en 1990, où il faut savoir que ces deux équipes qui ont toujours été rivales dans le championnat yougoslave, avec 19 titres pour l'Étoile Rouge contre 4 pour le Dynamo, mais 11 fois deuxième et souvent derrière l'Étoile Rouge justement. Et nous sommes en Yougoslavie où a lieu une forte montée des nationalistes depuis les années 80. La Yougoslavie qui est composée actuellement de, messieurs, petit quiz. 6 pays. 6 pays. Vous les avez? Et je vais les citer. Mais oui. La Croatie. Attends. Ok, mon micro n'aime pas. Slovénie, Croatie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Macédoine du Nord. Merci. De rien. Et donc les rivalités sportives entre ces deux clubs s'accentuent encore plus après la chute du mur de Berlin en 89 et l'autorisation de partis politiques en Yougoslavie, où est alors créé avec le HDZ, où est créé le HDZ. Je vous dis pas le nom complet parce qu'il est assez compliqué à dicter. Tu parles pas le yougoslave? Mais c'est malheureusement non. C'est pourtant si simple. Pour la semaine prochaine. Dicte-moi, je te le traduis. Je vous le ferai. Donc le HDZ avec Franjo Tuđman à sa tête, qui a pour but de réorganiser en confédération la Yougoslavie. Et les premières élections multipartites de l'histoire l'élisent président des Croates au second tour le 6 mai 1990, avec des élections controversées et vivement critiquées par les nationalistes serbes qui les voient
d'un très mauvais œil. Une semaine plus tard a alors lieu la 33e journée du championnat à Zagreb entre le Dinamo et l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est le club phare des nationalistes. C'est donc un match plus que tendu dans ce contexte, où comme la réputation nous le suggère, les ultras ont une place très très importante dans les pays de l'Est. Et on a donc d'un côté les Délichés, un groupe d'ultras qui résulte de la fusion des autres groupes incontrôlables du club, avec à leur tête un caïd fou surnommé Arkan, et qui soutiennent Milosevic, l'ennemi de Tudjman, à la tête des partis nationalistes serbes. Et de l'autre, les Bad Blue Boys, les BBB, le plus grand groupe ultra du Dynamo, créé en 1986 et de réputation très très violent. Ils soutiennent bien évidemment Tudjman, et la rivalité entre ces deux groupes n'est alors pas seulement sportive mais surtout politique. Et le 13 mai 1990, jour de match, 3000 membres du Déliché font le déplacement à Zagreb et commencent dès leur arrivée à semer la zizanie dans la ville. Ils affrontent les BBB par endroits avant de rejoindre doucement mais sûrement la tribune est du stade Maksimir, le Stadion Maksimir, et ils entonnent d'entrée, donc avant le match, des chants nationalistes, des insultes. Ils balancent des panneaux publicitaires et des sièges sur la pelouse, mais aussi sur le virage sud où sont rassemblés les supporters du Dynamo. Et l'ambiance est électrique, on ne parle plus d'un stade à ce moment-là, mais d'un volcan prêt à entrer en éruption. Le tout sous les regards des policiers qui, sous autorité serbe, ne bougent pas d'un cheveu. Et ça rend fou les BBB, les Bad Blue Boys, qui depuis le virage ouest tentent alors d'envahir la pelouse et sont violemment de suite réprimés par la police sous une pluie de coups de matraque et dans la fumée de gaz lacrymo. Ils finissent par exploser la barrière de sécurité et foncent en masse sur les CRS présents sur la pelouse et les déligés. C'est alors l'anarchie générale sur le terrain. Des chars blindés et des canons à eau sont utilisés. Et les joueurs quittent le terrain de suite, excepté les plus sanguins du Dynamo, dont l'un d'eux, le capitaine Zvonimir Boban, qui du haut de ses 21 ans envoie un énorme pied-menton, un high kick sur un policier qui frappait un ultra au sol, donc un peu à la façon de Cantona en 95 qui a frappé un supporter, et ça le fera entrer dans la légende des BBB, qui le protégeront par la suite sur la pelouse des policiers dans les stades, qui tous ont voulu se venger sur le joueur et capitaine croate. Et la fédération, donc ça c'est à savoir aussi que la fédération serbe le suspendra 6 mois, le privant de Coupe du Monde 1990 en Italie. Et cette scène surréaliste au milieu de la pelouse, où donc les coups sont échangés sans cesse, prendra fin après 60 minutes avec un bilan de 147 arrestations, 138 blessés et miraculeusement, j'ai envie de dire, et pour l'ensemble des gens qui voyaient ces images à la télé ou après, aucun mort. Donc cette violence aura choqué à travers le pays, et même si certains, comme le sélectionneur national, avaient prévenu que ça arriverait tôt ou tard. Et pour le journaliste Vladimir Novak, concrètement, ce match, c'était une guerre dans un stade de foot. Et toutes ces émeutes ont marqué la fin du championnat de Yougoslavie 1 an plus tard, avant que les Croates, les Slovènes, les Macédoniens et les Bosniaques n'organisent chacun de leur côté leur propre championnat. Ce match est aujourd'hui considéré comme le déclencheur symbolique de la guerre de Croatie, puisqu'en août 1990, la guerre pour l'indépendance de la Croatie est officiellement déclarée. Et dès octobre 1990, Zeljko Raznatovic, donc je vous parlais d'un fou, d'un caïd fou dénommé Arkan, c'est celui-ci, leader des déligés, crée sa propre armée pendant cette guerre de Croatie, qui assassine, pille et viole à travers le pays. Leur cruauté est même poussée à l'extrême, certains attachant des cuillères aiguisées dont ils se servent pour arracher les yeux de leurs victimes. Ce groupe sera très vite baptisé les Tigres d'Arkan, car leur leader se baladait souvent avec un félin à ses côtés. Et du côté des Bad Blue Boys, évidemment, on voit un grand nombre de leurs membres intégrer l'armée croate, et celle-ci n'ayant pas encore de signe, ils cousent tous l'écusson du Dynamo sur leur uniforme. Le nationalisme l'emporte sur le sportif, parce que des membres d'autres clubs croates, des membres des ultras d'autres clubs de l'époque, rejoignent aussi l'armée, et tous sont unis contre les Serbes. Cette guerre aura duré donc 5 ans, d'août 1990 à novembre 95, avec une victoire croate à la clé, l'indépendance de la Croatie. Mais les guerres yougoslaves, comme vous le savez, ne prendront fin qu'en 2001, avec près de 250 000 morts au total, un demi-million d'exilés. Le demi-million d'exilés, c'est juste entre les Serbes et les Croates, 200 000 d'un côté, 300 000 de l'autre. Et Zeljko Raznatovic, Arkan, sera inculpé en 1997 pour crime contre l'humanité, au tribunal de La Haye, mais jamais jugé, et sera tué par balle en janvier 2000, dans des circonstances un peu bizarres, dans un hôtel de Belgrade. Et bien que criminel barbare pour certains, il est un héros aux yeux d'autres.
où 2 semaines après sa mort, la Curva Nord de la Lazio déploiera une banderole polémique lui rendant hommage. Donc on voit qu'il y a certains groupes ultras à travers l'Europe qui soutiendront tous ces actes. Et en Croatie, aujourd'hui encore, on retrouve dans Zagreb des fresques murales un peu partout en mémoire du geste de Zvonimir Boban, le coup de pied. Il y a même un monument aux morts devant l'enceinte du Maksimir, où une plaque indique pour tous les fans du Dynamo pour qui la guerre commença le 13 mai 1990 et s'acheva en perdant la vie sur l'autel de la patrie croate. Merci. Eh ben, comment tu sais mettre l'ambiance. C'est impressionnant. Merci Oscar pour toute cette histoire. J'espère que ce sera pas toujours aussi pesant. On parlera un peu j'aime plus beaucoup. politique, exotisme. Ouais. Oui, non, juste un truc à ajouter, c'est qu'il y a encore des tensions à l'heure actuelle. Bien sûr, et Mais voilà, c'est parfait. Je peux en parler où récemment il y a eu un barrage entre l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Et durant le match aller entre les deux clubs, des Croates cagoulés se sont immiscés dans un bar serbe, un bar de Serbes qui regardaient le match, donc des supporters de l'Étoile Rouge, et les ont frappés à coups de batte. Et enfin, il y a eu des violences là-dessus. Et au match retour, pour provoquer les Croates, enfin, c'est pas officiellement provoqué, mais on le ressent comme ça, les ultras de l'Étoile Rouge de Verdun ont loué un tank, un char, et l'ont positionné en haut d'un mont, d'une dune de, comment on peut dire ça, d'un petit mont de la ville tout simplement, avec un drapeau des ultras, ce qui anime les tensions entre les deux pays qui après ne cessent tout simplement, le côté sportif entre les Serbes et les Croates, avec Shaqiri du côté suisse, il y a beaucoup de signes distinctifs qui rappellent tout ça. Et ce match est, comme je disais la semaine dernière, c'est pas un déclencheur des guerres, parce que évidemment tout le monde s'y attendait qu'un jour ou l'autre il y aurait quelque chose qui exploserait, mais souvent le football c'est tout simplement c'est utilisé, c'est un élément marqueur. Et encore une fois, quelle pression faut-il mettre sur les joueurs dans ces moments-là. Et même au niveau de la Croatie, des personnalités assez reconnues comme Modric, Mandzukic, Perisic, etc. n'ont aucun soutien par rapport au Dynamo Zagreb, qui est un des plus grands clubs de Croatie, à cause bien que formé pour certains dans son club. Mais ils n'y retournent plus, ils ont coupé complètement les liens avec les clubs à cause des... Ce qui symbolise maintenant vraiment tout ce qui s'est passé aussi. Ouais, voilà. Et donc forcément, je parlerai pas tout le temps de guerre, mais quand il se passe quelque chose au niveau du foot, et que c'est un lien politique, ça se passe assez souvent avec les ultras et les tensions dans la violence, tout simplement. On va revenir un petit peu au terrain, et plus récemment, 2 cas plus ou moins similaires avec la Belgique et la France. Le sélectionneur étant, dans les 2 cas, en discussion en tout cas pour prolonger. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a dit que une fois que la France sera qualifiée, il proposera une prolongation à Deschamps. Logique de le faire avant l'Euro, selon toi, Oscar ? Oui, clairement. Faut le mettre en confiance, même si c'est pas la notion la plus importante pour un sélectionneur, mais il vient d'être champion du monde, finaliste du dernier Euro. Il est critiqué pour certains. En fait, l'ensemble des Français ne critiquent pas Deschamps non plus. C'est le jeu déployé par l'équipe plutôt. Mais les résultats sont là, et après la prolongation ne veut pas dire qu'il restera forcément en 2022. Une sortie prématurée ou un simple 8e de finale, voire quart, serait, je pense, un échec à l'Euro quand t'es finaliste sortant. Et c'est juste qu'il va devoir... la prolongation elle est plus de l'ordre diplomatique. Je pense que ça veut dire qu'il sera ça serait prolongé jusqu'en 2022, mais sera-t-il là? Moi j'en suis pas déçu, juste évidemment, pour le qu'il va faire l'Euro, voilà. sans c'est être assez courant qu'un aligné. sélectionneur soit prolongé juste avant pour les 2 ans QC aussi. Donc lui il va aussi, de par ça, sélectionner peut-être des joueurs un peu plus jeunes qui voudra voir après l'Euro aussi. Enfin il y a tout un prolongement, une continuité dont il a besoin. Ouais, pour les joueurs c'est pas mal aussi d'avoir un coach tu sais que ton coach va rester au moins pour le tournoi, qui va être là, c'est une assurance quoi. Ouais, c'est ça. Non, pas comme le coach de l'Espagne avant la Coupe du Monde qui va rester pour l'Euro. C'est prévu qu'il la fin de l'Euro. Il a pas fait long feu au Real en plus. Non. En plus, je sais pas si ça change beaucoup pour les joueurs. Même si tu sais que plus tard ce sera lui. Je pense qu'il y a aucun joueur qui se plaint de Didier Deschamps en sélection, peut-être à part Benzema aussi. Lui il peut s'en vouloir que lui. Nasri.
Mais sélectionné, à part ça, aucun joueur ne se plaint de Didier Non, Deschamps, non, donc non. c'est peut-être même positif pour le groupe. Ouais, clairement. Et puis Deschamps, s'il est là jusqu'en 2022, ça fera 10 ans. Je pense que c'est assez rare en équipe de France, un sélectionneur qui tient à 10 ans en plus. Domenech Non, Domenech, il est arrivé en 2005, 4, 5, 6, 4 ou 5, un truc comme ça. Part en 2010. Et il part en 2010. Donc 5 années. Exact. On parle de la même chose du côté des Diables Rouges avec Martinez qui pourrait prolonger avant l'Euro comme c'est passé avant la Coupe du Monde. De nouveau, bon choix. Ah ben clairement, je pense que là personne ne me contredira. Je montrais à tout le monde parce que c'est 1-0 pour Sheffield contre Arsenal. Et on a l'ancien patron qui vient de justement envoyer un message en demandant bon, à quand un débat pour quand est-ce qu'on vire Emery. Donc ça m'a fait fort rire. Voilà. Sans t'arriver celui-là. Vas-y. Sinon, non, pour revenir aux choses sérieuses. Emery, c'est pas sérieux peut-être. Arsenal, c'est jamais sérieux. D'accord. Personne ne me contredira en disant que Martinez qui prolonge, c'est une bonne chose pour la Belgique. Je pense que depuis qu'il est arrivé, il y a eu que de la progression. Et s'il s'en va, ça va laisser un très gros trou dans l'équipe nationale. Il faut quand même rappeler que le dernier sélectionneur des Diables, c'était Marc Wilmots. Beaucoup de respect pour Marc Wilmots, mais au niveau du prestige et de tout l'aspect d'entraîneur, je pense que c'était vachement moins bon. Ça, je suis d'accord. On est tous d'accord là-dessus aussi, je pense. Ouais. Bon. Dernière petite pause et juste après le quiz préparé par lui, on en fera un ou deux, on verra. Selon les envies. Au feeling. Au feeling, voilà, c'est ça. Surtout du niveau, je pense. Ouais. Parce que si on est très bon, ça durera peut-être un petit peu. Allez. Comme d'hab. Et je suis en forme, attention. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Vas-y, Louis. Alors pour le quiz du jour, vous allez devoir me citer les clubs qui ont gagné plusieurs Champions League. Pas mal. On va commencer par qui? Tu gères. Vas-y, Oscar. Attends. Les clubs qui ont gagné plusieurs Les clubs qui ont Champions gagné League. plusieurs Champions League. Donc ça à veut dire partir de 2, quoi. Ok. Ok, le FC Barcelone. Plusieurs à partir de 2, c'est. Je précise. Le FC Barcelone. Je pense, je suis pas sûr. Le Real Madrid, je suis pas sûr. Arsenal. Liverpool. Le Bayern. Fuck, elle m'a perturbé. Une demoiselle est entrée. Oui, désolé. Benfica. L'Ajax. L'AC Milan. C'est ce que j'allais dire. Ça devient déjà dur. Et si on répète, on perd aussi, c'est ça? Bien sûr. Oui, bien sûr. Manu. Deuxième chanterie. Manu. Bien sûr, monsieur. La Juve. Oui. Je le vois pas, mais oui, il me semble. Oui. Ils en ont 2. Ouais. Yes. Est-ce que l'étoile rouge Belgrade, ils en ont pas plusieurs? Et non. Mais. Ouais, mais c'est une question, mais c'est pas c'est pas ma réponse. Est-ce que la Juve, ils en ont 2 ou 3? C'est bien tenté. C'est mort ça. On va arrêter après ce quiz, je pense. Moi j'en ai un. Il faut. Moi j'en ai un, mais je suis pas sûr. J'en ai un, mais j'en cherche un plus simple. C'est un peu dur. Le luxe. Le luxe. Tu me dis quand c'est trop tard, hein, mais je donnerai l'autre. Allez. Ah, mais c'est déjà trop tard. Vas-y, balance-le. Le PSV. Non. Non. Mais non. Non. Donc, hein. Non, je vérifie, hein, mais je pense pas. Parce que non, si c'est comme De je Bruyne. vais vous dire combien vous en manque. Le vous avez dit favori le qui Real, tombe. vous avez dit l'AC Milan, vous avez dit Liverpool, vous avez dit le Bayern, vous avez dit Barcelone. Celui-là, je suis pas sûr, mais je pense que vous l'avez dit, mais je vais pas le Dis-le dire. quand même. Non. Ouais, au pire, je le Manu, dis moi après. Donc il en manque la Juve, Benfica. Donc il en manque 1, 2, 3. Il manque. Je pense que vous en avez dit un, donc je pense qu'il vous en manque 3. Ok. Vas-y, Nat. Le Porto, FC Porto. Oui. Yes. Tout à fait. L'Inter. Yes. Il en reste un. Nottingham Forest. Yeah, monsieur. Oui. Ouais, on a tous. Et comment on fait alors? On a tous les 3 un point? Je sais pas. On a gagné tous les 3. L'Ajax, vous l'aviez dit. Hein. Ouais. il avait Donc tout. tout voilà. Vous avez tout dit. Moi je propose Ok, un point chaque. tu prends le deuxième quiz et on est reparti. Ok, Mais on juste est nous 3 reparti. quoi.
Bon. Bah on dit que si à égalité, ce sera nous, on prendra un demi-point. Vas-y. Ça me fait deuxième quiz. Les trois peuvent se débarrasser Elitiste, sur un match. Sur un match. Avec des compos, je vous trouve ça. Et après le deuxième quiz, je vous départage les trois. Ouais, on a plus que 5 minutes. Hein. Ok. Mais non, easy. Vas-y. Si vous voulez, je m'élimine direct. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Mais sinon, il a Un quiz. match et il fait le deuxième quiz en attendant. Ouais, mec, on va pas faire ça pendant 15 minutes. On va faire 6 quiz en fait. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Mais sinon, vas-y, on prend ton quiz, Ok. on va jouer. Ok, vas-y, ouais. Pas- Vous l'avez peut-être déjà fait l'année dernière, j'en sais rien. C'est pas grave. C'est tout simplement me citer des ballons d'or. C'est très bien. Vas-y, Oscar. Ah, je pense pas qu'on l'a fait. On Lionel a fait Messi. qui qu'il y avait en podium. Oui, je pense. Modric. Ronaldo. Shevchenko. Caca. Nedved. J'ai déjà du mal. C'est dur ça. Zidane, il a eu. Oui. Oui, j'étais pas sûr à 100%. Cannavaro. Ronaldo le Brésilien. Ronaldinho. Platini. Ça va être très très long. Moi, je commence déjà à avoir beaucoup de balles. 3 secondes. Mais allez, suivant. Non, j'abandonne. J'avais pas de toute façon. On a dit Shevchenko. Je l'ai dit. Allez, merci Mariano. Non, mais s'il demande, il peut dire. non. Allez. Non. Moi j'ai dit non. Le chef a dit non. L'organisateur du ça, quiz non, l'avait non, accepté. non. Ça, c'est parce qu'il veut gagner des J'ai points. demandé si on a dit Shevchenko. Je crois qu'on a déjà fait ça durant Ok, les quiz. t'as un hein, autre là maintenant? Ouais. Enfin, pas sûr, mais Vas-y, non, vas-y. faut en avoir un direct. Rivaldo. Je vais vérifier, mais je pense qu'il l'a eu. Oui, Ronaldo C'est l'a quelles eu. années ça? C'est 90, fin 90, début 90. 2000 peut-être. Attends, ici. 98. Rivaldo 99. Van Basten. Oui. Raoul. Je pense pas. Non. Raoul, je vais regarder, mais je pense pas. C'est dans les années 2000, ça C'est une question, Ouais. hein, c'est une question. Non, il n'y a pas Raoul, Raoul l'a pas eu. Luis Figo. Ouais. Ada Ederberg. C'était le ballon d'or féminin, mais ça compte. Bah ouais, ça compte en vrai. C'est mort. Ah, féminin, ça compte. Non, mais non. Bah, dans ma liste, il y a que les masculins. Après, j'ai dit ballon d'or. Je sais pas. Ah, Moi, j'étais déjà éliminé. Moi, c'était une petite blagounette Comment comme il ça. s'appelle celui-là? Attends, il reste qui du coup là Ah en ouais, fait lui là. Il reste Oscar, Raphaël et. Non, toi, non. Lucas Et Mariano. Mariano. Comment ça, moi non? Non, tout est. C'était juste une question. Ah. quoi. Vas-y, Mariano. Müller. Non. Enfin, Non, le Gert. vieux. Gert. Gert Müller, il a eu, hein, Ouais, hein. Gert, je ne sais pas. il me semble. Je ne sais pas si Gert l'a eu. Complètement au pif. C'est dans quelles années ça 80. 39. 70. Ouais, j'aurais pu dire 70. Et t'as depuis quand? Parce que sinon. Attends, en fait, il me manque les années 70 là. Voilà, elles sont là. Super. Non, c'est pas les années 70. Où sont-elles? Où sont Elles passées sont les là, années les années 70? 70. On a fait un petit tour, ils sont Gert là. Müller en 70. Yacine? Le gardien. Lev Yashin. Ouais, il a eu. Yashin. Premier gardien qui a eu le c'est ballon vrai d'or. ça. Oui. Tu en es sûr? Oui. Eh bien oui. Beckenbauer. J'allais le dire aussi. Putain, mais j'en ai un. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a eu plusieurs. ça, c'est dommage. Comme moi. C'est ça. Souvent J'en avais ça. un, mais j'avais juste oublié son nom et où il jouait et son origine. Mais attends, mais il est plus. Mais je sais que je l'avais. Rossi. Et il a eu le ballon d'or. Je vois de qui tu parles. Rossi, un italien. C'est bien tenté, hein. on sait Non, jamais. vraiment. Il y a sûrement eu un Rossi. Il y a moyen. Hein. Et quel est son prénom? Rossi. Valentino. Le docteur. Daniel Aidé. Non, c'est possible. Si ça passe, c'est scandaleux. Paolo Rossi. Voilà. Merci les gars. Merci. La Juventus en Merci. 82. Eh ben. Bah ouais, personne ne Respect. savait ça. Mais Attends, c'était évident. Toi aussi, tu l'avais. Copa? Copa américain. Raymond Coppa. Mon Copa? Ah, Les Il moyen. l'a eu. Je C'est sais pas, c'est dans quelle Si, année, Coppa, Platini, Zidane. Copacabana. Je sais pas, Copa c'est très très vieux. C'est 50 Coppa. C'est 50. Ouais. On va regarder ça. 54. C'est très très long. Bah, le premier ballon d'or est en 56 en fait. 4 heures d'émission Mais ici. du coup, Raymond Coppa en 58. Je vais dire Georges Weah. Ah, Il a eu. Oui, Le c'est président vrai. du Dans Milan, 24. c'est lui que j'avais en tête. C'est Ouais, vrai. c'est le, ouais. Baggio. Ouais. Ouais, il l'a eu, ouais. Ça devient compliqué là. Silvio Proto. Excellent. Il y en a un évident que vous oubliez tous depuis tout à l'heure. Depuis les années 2000. Bah ouais. Je vous le laisse. Ouais, je vois, ouais. Allez, celui qui a eu le ballon d'or, là. Exact. Ouais, je vois. Le joueur de foot. Ultra jeune. Romario? Je sais que non, mais j'en sais rien. Je pense pas, j'ai regardé.
En même temps, vu que vous le dites pas depuis tout à l'heure, ça me fait douter, du coup j'ose plus le dire, quoi. C'est ça qui me. Pour moi c'est évident. Dis-moi dans l'oreille. Et dans l'oreille. Dis à l'antenne, vas-y. Vas-y, c'est à toi. Je te jure. Oh, Jean-Marie, il l'a pas, je sais. Il l'a pas, hein. Karl-Heinz Rummenigge. Il l'a eu. Je connais pas cet homme. C'est quelles années? Les années 80. Putain. 4. Années 80. Tu m'as dit quoi? Rummenigge. Yes, il en a même eu 2. Ouais. 80-81. Du coup, il reste moi. Oui. Tu es obligé de réussir là. Il reste qui là en fait? Oscar et Juste vous deux. Ok. mort subite. Et ayant commencé, si tu rates Mariano, t'as perdu. Non, mais pas la pression comme ça, dit. Juste comme ça, tu sais. Non, mais c'est T'as juste encore pour 5 qu'ils soient au secondes. courant, c'est tout. Allez, un nom bien cliché allemand, Schumacher. Qui était gardien en 1986, je pense. Mais Yashin étant le seul Et gardien. il a je été prends un champion en favori. Formule 1 aussi, je crois. Non, mais j'ai plus Maintenant, le il nom. ressemble à un légume. Et on est J'ai pas d'accord. vérifié toutes mes pages, il n'y a pas de Schumacher. On est d'accord que Owen a eu le ballon d'or. Owen Avec est le un- Owen est c'est le vrai, mais Owen. oui. En 2004 Il y a vraiment des mecs. En 2002, Non, plutôt même. 2002, 2001, je dirais. Attends, le dernier quiz, c'était entre nous trois. 2001, quand il était à Liverpool. Bon, Oscar a gagné. Mais je mets, voilà, Personne n'a dit Johan respectivement. Cruyff. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins 5 à Nathan, parce qu'il a perdu les deux quiz. J'ai posé 2 questions, Mariano on lui répond, moi on me répond pas. C'est horrible. Attention, déjà la fois passée sur les 80 millions de Bruyne, tu étais énervant. Dis c'est Mais toi qui Pour m'a le pas coup, donné ma pour le coup, il victoire. avait raison. C'est ça qui est. Et toi, fais gaffe. Hein. Je peux couper ton Non, micro, il avait pas raison. Il avait pas raison. Personne n'a dit Donne-moi un Johan point. Cruyff. Jean-Pierre Papin, personne. On n'a pas dit Johan Ah ouais, Cruyff. Cruyff. Massaous. Ouais. Le truc, c'est que c'est tellement large. Stoïkov. Tu T'as vois, vraiment sorti les tu mélanges les boules époques, les pays, les Non, trucs. Rossi, j'en étais sûr. Parce que de chaque pays. Vas-y, je t'apprends Rossi, Rossi. Hernandez. je peux vous donner. Non, mais je peux vous donner la raison. Johan hein. Cruyff n'a pas été cité, monsieur, quand C'est même. quand même. Ouais, c'est quand même 3 ballons. Bon, honteux, j'aurais on été. va conclure. Il est 50, les gars. Eusebio, Eusebio. Bobby Charlton. Rapidement sur. Ouais, c'est pas Non, non, on s'en fout. Non, on s'en fout, d'accord, ok. Bon, petit tour de table avant de laisser la parole à 360 Milieu de terrain. Il a eu. Ouais. 360 degrés qui arrive à 22h. Mariano. Pour les dédicaces Oui, oui, non, Ah, c'est pas pour. Non, juste pour discuter. vas-y. On fait un 7ème Encore un quiz. débat Dédicace à ma famille s'ils m'écoutent et à tout le public dont s'en fout. Moi, dédicace à mon papa qui cette fois-ci il m'a prévenu qu'il allait pas m'écouter parce qu'il m'écoute à chaque fois, mais il m'a pas écouté, mais je fais quand même une dédicace. Alors grosse dédicace à Juliette si tu m'écoutes encore, et une grosse dédicace à tout le staff prêt pour l'after camp samedi. Ça va être une grosse soirée. Je vous ramène une petite surprise. Donc Il ne sera pas en forme la semaine prochaine. voilà. Vas-y, Oscar. Bah, dédicace à la famille de Bordeaux qui écouterait, à la RM de Bordeaux qui écouterait, aux Lillois qui écoutent, à la Rugré et à la Quiche Lorraine aussi, toujours, qui organise une projection à l'Ergue, le ciné-club, le jeudi qui arrive avec le film Manifesto. Ok. Ah, il va Et recevoir un buffet de quiche. Voilà, Très désolé. bien. Louis. Dédicace à tous les Montois et au borinage. C'est beau ça. Dédicace à Billy Wright, défenseur de Wolverhampton dans les années 1957, qui a été 2e au Ballon d'Or, cet enfoiré. Grosse dédicace à lui. Dédicace à Marwan Chamak, je suis à sûr qu'il nous Bentner, entend. à ma grand-mère qui nous écoute. Il y a Rémi qui m'écoutait la semaine passée. Il m'avait pas prévenu, donc s'il nous écoute, salut. Dédicace à Unai Emery qui perd 1-0 à Sheffield. Et à Merci, Jérôme Unai. qui rage devant son ordi. Jérôme, tu dis Jérôme. Unai Emery, c'est Arsenal qui perd. Ouais, mais c'est Unai Emery. Jérôme, je suis avec toi, tu sais bien, dans la même galère depuis toujours. Bon, c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Il y a les nominés qui arrivent. On est à 20h30, toujours pas de Belges. Mais Hazard devrait arriver. De Bruyne, on verra, parce qu'il a eu des blessures. On débriefera ça la semaine prochaine. La Ligue des Champions avec une nouvelle purge de gang probablement face à Liverpool. Est-ce que Bruges aura fait un exploit? On en parlera. Et puis évidemment, le choc Liverpool-Tottenham. Est-ce que Liverpool va couler un peu plus Tottenham, ou est-ce que Tottenham va se réveiller comme le pense? Je sais pas s'il est très honnête quand il pense ça. Pas du tout. Absolument pas. Je pense au point. Donc d'ici là, on vous laisse avec 360 degrés qui commencent d'ici 10 minutes. On va aller les chercher dehors parce que les pauvres, ils doivent se les geler. Et d'ici là,